Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show. On revient pour cette fin de saison, ce sprint final. On commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. L'OM accroché évidemment au Vélodrome un partout, gros débrief dans cette émission. Les choix de Rudy Garcia, faut-il commencer à avoir des doutes? On se posera des questions à son sujet. Faut-il aussi avoir des doutes pour la qualif européenne? C'est un des autres thèmes de cette émission. Et puis, quel attaquant pour l'OM Champions Project? On reviendra sur 10 propositions évoquées et même plus encore, puisque vous êtes des experts autour de la table et vous allez bien avoir des idées à nous proposer pour cet OM. Maxence Volpe, l'habitué du lundi, est avec nous. Bonsoir Maxence. Bonsoir à tous. Comment ça va? Pas trop bien forcément. Difficile après. Je sais que quand l'OM ne gagne pas, tu n'es pas bien. Toujours. Est-ce que avec le temps, tu mets moins de temps à digérer? Non, c'est toujours pareil. Ça dépend surtout des saisons et du classement, pour être honnête. Et là, c'est-à-dire que quand tu joues des choses qui sont un peu moins importantes, tu digères plus facilement quand tu joues un titre ou quand tu fais des prestations. Donc là, tu en as encore pour 2-3 jours et puis après c'est bon. Voilà. Hein, on est d'accord. Karim Zeribi est avec nous. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. La grande gueule qu'on a si tant plaisir à avoir sur notre plateau à chaque fois. Plaisir réciproque. Écoute Karim, fais-toi comme d'habitude une belle place dans cette émission en face. Moi, contrairement à Maxence, moi j'ai décidé que le baromètre de mon moral ne se situerait plus en fonction des victoires et des défaites, parce que sinon, t'as pas tort. À mon avis, on baisse la tête souvent, quoi. Donc voilà. Est-ce que le baromètre des victoires de Romain Canutti existe par rapport à l'OM, mais aussi par rapport à Arsenal? Parce que je sais qu'il y a une ambivalence chez toi quelque part. Non, alors pas par rapport à Arsenal, par rapport à mes victoires dans mon championnat, dans mes matchs à moi. Voilà. Ça peut aider à ce niveau-là. Écoute, ça va très bien. Je te rends cette place de présentateur que j'ai occupée pendant tes vacances à l'île Maurice. Fait l'intérim. C'était sympa. Figure-toi que je suis allé à Porto, je suis allé en repérage pour l'Olympique de Marseille. C'était donc toi, c'est pour ça qu'on nous parle d'André Silva depuis 15 jours. C'est toi le Marseillais qui est en tribune. C'est moi qui ai observé, bien sûr. Casillas, André Silva, Brahimi, tous ces gens. Grâce à toi, on a même parlé de toi à Téléfoot, tu vois. C'est vrai. Je savais pas, mais bon. Yvan Lemay, notre invité aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va alors? Ce mercato d'hiver, on t'a pas eu. Comment ça s'est passé pour toi et ton équipe? Mercato d'hiver, beaucoup de voyages. Ouais. Et puis vous savez qu'on a fini avec le transfert de Romain, donc c'était quand même assez loin. C'est pas faire un transfert de 100 km. C'est assez compliqué, mais ça s'est bien passé. Tu nous raconteras ce transfert si tu le veux bien, évidemment, un peu plus après dans cette émission. On commence avec le débrief de ce match nul au Vélodrome de l'Olympique de Marseille face à Dijon. On le disait, Maxence, difficile à avaler, aussi parce que l'OM n'a pas produit grand-chose dans cette rencontre. Ouais, beaucoup de difficultés dans le jeu. Mais comment on explique ces difficultés qu'on a tous vues, hein? Ouais, malgré... Alors, tu peux toujours te laisser supposer effectivement que les Olympiens se sont je dirais pas vu trop beau, parce qu'il y a pas lieu de se voir trop beau en ce moment, mais voilà, tu joues Dijon qui est relégable, tu retombes peut-être dans tes travers de te dire de toute façon à un moment ou à un autre ça va passer, tu as recruté quand même du monde, tu as Payet, tu sais que des joueurs comme ça, et la preuve il a fait la différence sur un beau coup franc. Voilà, peut-être que tu t'attends trop à ce que ça passe facilement et tu fais pas le nécessaire dès le début du match. On regarde la question, évidemment, participez, hashtag LiveTalk. Vous connaissez déjà la technique, hein, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, mais aussi le forum du Phocéen, comme l'a fait Nico Amskas, un habitué du talk. Une question à la fin du match. Vous vous êtes dit 2 points de perdus, 1 point de gagné, ou sans Pelé, c'était 0 point. Quelle était votre réaction, messieurs, si vous voulez réagir à cette question de Nico? 2 points de perdus, forcément, tu reçois Dijon, donc là-dessus c'est 2 points de perdus. Mais il a raison de parler de Pelé quand même dans sa question, parce que ça aurait pu être pire même. Ouais, il y a des parades importantes de Pelé, même jusqu'à la fin, mais dès le début du match, c'est ça moi qui m'a gêné, c'est-à-dire qu'on parle d'une équipe de Dijon, je refuse l'analyse facile de dire c'est Dijon, c'est un promu, ils sont venus pour bétonner derrière. De bout en bout, ils ont eu des occasions, ils ont été plus mordants. Moi, ça me dérange énormément, et je vais même te dire quelque chose, Romain, je pense que il y aurait eu un but de l'Olympique de Marseille dans les dernières minutes.
je pense qu'on aurait eu le même talk qu'on va avoir, avec beaucoup de critiques, beaucoup de doutes, parce que voilà, le contenu du match est dérangeant. Moi, faire nul. Comment tu expliques, toi, puisqu'on a posé la question à Maxence, comment tu expliques qu'on n'ait pas retrouvé l'OM d'il y a quelques semaines, parce que ça jouait bien à un moment quand même, cette OM de Garcia. Pour moi, je préférerais me dire qu'il y a une explication physique. Moi, je vois une équipe qui physiquement avait du mal, et j'espère me dire ça arrive quelquefois. À l'abord de la dernière ligne droite, tu fais de grosses séances physiques dans la dernière trêve. Donc du coup, le premier match, tu es un peu dans le dur, et après ça Karim n'a pas l'air d'accord avec toi. Non, mais je vais dire de manière optimiste, je vais essayer de le voir comme ça. Honnêtement, quand je vois le match de Thauvin, j'ai le réflexe et la boutade de dire oui, il a été lessivé par ces matchs internationaux. Non, 0 minute. Donc oui, forcément, il y a un moment donné où tu te dis ça va être un peu compliqué à ce niveau-là. Moi, quand je vois tout simplement, tout le monde s'en souvient, après l'ouverture du score de Dijon, l'Olympique de Marseille a une occasion peut-être la meilleure qu'ils ont eue, avec Payet qui s'arrache, qui remet pour Gomis, qui frappe, et un défenseur qui contre. Pour moi, quand tu as cette occasion-là, juste après l'ouverture du score, c'est que genre tu t'es bougé d'un coup, tu t'es dit, tu as une réaction d'orgueil. Et si tu as une réaction d'orgueil, c'est que tu n'étais pas à fond avant. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Bon, Karim, donc alors. Tu vas plutôt dans mon sens. Toi, tu penses que ça n'est pas physique? J'ai cru le lire sur ton visage. Non, je pense pas que ce soit physique. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je pense que c'est pas physique parce que, au contraire, j'ai envie de dire que c'est un peu le reflet de ce qu'est l'Olympique de Marseille depuis le départ. C'est le genre de match qui nous indique que finalement, encore une fois, on peut être capable de belles prestations, mais on peut être aussi capable d'être en dessous de tout, que je le dis tranquillement. Et cette équipe, elle est instable, elle n'a pas trouvé de fond de jeu. Elle n'a pas vraiment de cadre. C'est ce que j'appelle un peu les fondations, quoi. Cette équipe n'a pas de fondation. Une équipe qui n'a pas de fondation, on peut trouver tous les éléments d'indulgence possibles. C'est une équipe qui, à un moment donné, aura des séquences de déception fortes. Et je trouve qu'on est dans ce cadre-là avec cette équipe-là. Parce que quand tu as un potentiel offensif tel que tu l'as aligné au départ, que tu joues chez toi au stade Vélodrome, que tu sais que tu joues l'Europe, que tu es face à Dijon, excuse-moi, autant d'éléments qui font que tu peux pas ne pas ressortir avec les 2 points. Ça veut dire que tu n'es pas digne, effectivement, avec les 3 points, pardon. Mais les 2 points supplémentaires. Point supplémentaire. Tu n'es pas digne du statut qu'on te prête, quoi, je veux dire. Et à un moment donné, il va falloir qu'on se fasse à l'idée que cette saison, et tout au long de cette saison, on a eu des moments d'espoir, parce qu'on s'est dit, ça y est, là, c'est parti. Puis on a eu des moments de déception tels qu'on s'est dit, mais finalement, on n'est pas au niveau, quoi. On n'est pas au niveau. Est-ce que, Yvan, est-ce que ce qui est pas surprenant et ce qui est inquiétant finalement, c'est que ces matchs-là, cette saison, l'OM les a plutôt bien gérés. On se rappelle la première partie de saison au Vélodrome, je crois qu'il y a 2 buts encaissés par Yoann Pelé, des matchs plutôt maîtrisés, les matchs contre Nancy, les matchs contre Lille, ces matchs-là au Vélodrome. Même les derniers contre Angers. Contre Angers aussi, voilà, c'est des matchs que l'OM sait gérer normalement, et là il n'y a pas eu ça. Donc, jusqu'à maintenant, on réussissait à bien gérer les matchs dits petits matchs ou dits faciles. Matchs abordables. Mais ce sont toujours des matchs compliqués. Après la fraîcheur, oui et non, mais je pense surtout que la fraîcheur, il la manque sur les postes offensifs, parce que ça tourne pas beaucoup. C'est un peu toujours les mêmes, mais je pense qu'eux sont un peu usés, que ce soit l'attaquant axial, Gomis ou les autres. Et je pense quand même que c'est devant où on est un peu fatigué. Après, faut pas oublier le match de Dijon. Dijon a posé des problèmes à Paris Saint-Germain, a posé des problèmes à Monaco. À Marseille au match aller aussi. Dijon mettait beaucoup d'équipes. C'est une équipe avec, vous avez vu la taille des joueurs, c'est une équipe très physique, donc qui est vraiment dans le prototype de la Ligue 1 et qui embête les grosses équipes, on va dire, du championnat. Et si elle avait embêté autant que ça, elle serait pas là où elle est, Yvan. Dijon n'arrive pas à gagner contre les petits parce qu'ils produisent pas peut-être suffisamment de jeu. Par contre, ils sont en résultat contre les grosses équipes. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le Lorient des dernières années, Dijon, cette équipe toujours difficile à jouer, capable du meilleur comme du pire? Lorient avait notre fond de jeu. Le Lorient de Gourcuff avait un fond de jeu intéressant. Dalloglio fait quand même du bon boulot. Dalloglio fait du bon travail avec Dijon. Après, sur le fond de jeu, c'était pas le même fond de jeu non plus que Lorient. Mais ce sont des équipes très difficiles. Ils ont, pour un promu, 2 bons attaquants avec Tavares et Diony. C'est quand même assez embêtant à jouer pour toutes les équipes. Et on sort pas, on joue un peu moins haut. Et Diony manquait. Donc, faut pas oublier la prestation, à mon avis, de Dijon aussi. Moi, il y a un truc qui m'embête quand même dans l'analyse. Et bon, c'est très bien qu'on n'ait pas commencé par ça parce que ça serait encore une fois une excuse. Alors, je sais où tu veux en venir. Je vais te redonner la parole sur ce sujet. Juste une dernière question sur l'implication, le mental des joueurs. Elle est signée Dolby. Est-ce que ce n'est pas lié à l'incertitude sur l'avenir de certains joueurs? Tiens, je vais redonner la parole, si vous voulez bien, à Yvan, parce qu'il connaît ça. C'est le mercato, c'est des joueurs comme vainqueurs qui sont pas encore fixés sur leur avenir. Gomis également. Tu penses que ça joue pas? Ça, je peux être catégorique.
que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils sont à 100%, et que tu imagines bien que vainqueur, il pense pas à son option d'achat quand il touche le ballon. Non, après, évidemment que la semaine, le garçon va y penser, c'est-à-dire est-ce qu'un mois et demi de saison, est-ce que je vais rester, pas rester. Après, quand ils sont sur le terrain, ils sont là pour tout donner. Mais l'intérêt qu'il a, c'est flambé. Bien sûr, en plus. C'est son intérêt de toute façon. C'est son intérêt de flamber. Moi, Romain, j'entends effectivement la recherche d'arguments, je veux bien, on est dans l'analyse, donc il faut effectivement qu'on cherche et qu'on tente d'aller au fond. Mais à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas négociables dans la vie, et donc il ne faut pas chercher à négocier, des choses qui ne sont pas excusables, il ne faut pas chercher à les excuser. Je pense que à ce stade-là, quand tu es dans le Champion Project, quand tu as un nouvel investisseur qui arrive, quand tu crées les conditions d'une volonté d'un nouvel élan, et quand tu sais que tous les matchs que tu vas jouer sont synonymes effectivement de concrétisation pour ce projet, vers ce projet, et que tu en fasses partie ou pas, je veux dire, et que tu as tout intérêt à donner le meilleur de toi-même. Ouais. J'ai l'impression, à la fin des matchs, pareil, qu'il y a des mecs qui en ont sous la pédale, quoi. C'est là où tu es frustré. Tu dis, c'est pas possible, parce que même avec un physique en deçà, je veux dire, avec le potentiel offensif que tu as, même si c'est pas à 100% physiquement, normalement tu dois avoir une animation de jeu et une capacité des joueurs individuellement à faire la différence. Là, il y a eu un coup de pied arrêté qui a permis effectivement de rattraper le retard que nous avions pris, mais on attend beaucoup plus que ça, même si tu as moins de fraîcheur. Le constat est là, que ça. Quand tu vois la compo de départ, tu t'attends à beaucoup plus. Oui, Yvan. Ça, tu peux repartir en arrière et tu reviens au marché de janvier. Si aujourd'hui tu avais un attaquant du même niveau que Bafé, frais physiquement, tu serais pas dans cette difficulté-là. Qu'aujourd'hui tu as un seul numéro 9. J'adore Bafé Gomis, mais tu peux pas lui donner la responsabilité sur 50 matchs de la saison d'être présent à tous les matchs. La saison d'avant, il avait peu joué. Quand tu prends un joueur qui a peu joué la saison d'avant, tu as que des problèmes la saison d'après. Il faut recruter des joueurs qui ont fait 30 matchs l'année d'avant. Si tu recrutes un joueur qui n'a pas joué, tu peux pas arriver chez toi et faire 45 matchs à finale. Tu te l'étais créé cette solution de rechange avec Kabela, avec Ndié, qui participait au jeu, qui avait réussi sur un match. Alors je dis pas que c'était extraordinaire, mais au vu du potentiel offensif et des autres joueurs qui composaient l'équipe, ça aurait pu faire. Non, mais je sais là, Romain. C'était pas du poste pour poste. Moi, quand j'ai dit, même si on n'arrive pas à recruter le meilleur attaquant d'Europe, il nous faut une doublure à Gomis. Je veux dire, même si tu n'arrives pas à recruter le meilleur attaquant d'Europe, un type qui à un moment donné. Une doublure valable. Voilà, une doublure valable, honnête. On est quand même le seul club aujourd'hui en Ligue 1 à jouer qu'avec un seul attaquant. Un charnière central et tous les clubs ont deux attaquants. Ce que veut dire Romain par rapport à la compo qu'on voit là, c'est aussi les trois changements 76e, 83e, 88e, sans rentrer dans le débat encore sur Rudy Garcia. Tu vois juste qu'on est en train de parler de fraîcheur et que là on voit trois changements qui sont faits dans les 10 dernières minutes, quasiment dans les 10 dernières minutes. C'est le dernier quart d'heure. C'est que quelque part, si tu changes le dernier quart d'heure, c'est que tu te dis bon, ça va rentrer. Avec cette équipe, ça va rentrer. Donc tu es peut-être un peu trop confiant. Je veux revenir pour conclure ce débrief sur ce que tu voulais dire, Maxence, sur l'arbitrage, parce qu'effectivement il y a 2 pénaltys qui auraient pu être sifflés. Mais au-delà des 2 pénaltys, alors si je crois que c'est le lendemain que ça t'a encore plus énervé, non ? Non, au-delà des 2 pénaltys, moi je voulais rebondir sur ce que disait Yvan par rapport à l'agressivité de l'équipe de Dijon. C'est très bien d'être agressif dans le ballon, mais à un moment donné, quand il y a 3 tacles par derrière qui sont faits, mais 3 assassinats. Toi, c'est pas les pénaltys qui t'ont énervé. Ça s'ajoute au fait que. Toi, c'est les grosses fautes qui sont pas sanctionnées. Il y a eu 3 attentats qui méritent pour moi et limite du rouge. Au moins un des 3, et qu'il y en a au moins un des 3 et qu'il n'y en a qu'un qui est sanctionné d'un jaune. Les 2 autres, ils sont même pas sanctionnés. Et derrière, qu'est-ce que fait les joueurs dijonnais ? Mais alors là, moi je suis entraîneur Dijon, je dis les gars, continuez, vous arrêtez pas, je veux dire. C'est une équipe qui joue dur. Après, c'est à toi de jouer dur, plus dur que ton adversaire. Qui doit être là pour faire respecter minimum le règlement. Il y a une faute qu'on n'a pas malheureusement là, mais quand on la revoit, c'est un assassinat. Voilà, il a coupé en 2. Et après, il y a les 2 pénaltys aussi qui sont. On va les voir, les 2 situations. Il y a des périodes où, quand il s'agissait. Regardez ça. Hop, comme tu viens de le dire, d'attentats commis sur des joueurs de l'OM au stade Vélodrome avec la pression. Voilà, il y avait la capacité par des leaders sur le terrain d'aller alerter l'arbitre et qui faisait attention les fois d'après. Là, on n'a personne capable d'aller dire à l'arbitre, monsieur l'arbitre. Je te coupe, je suis pas d'accord avec toi. Bafé Gomis l'a fait sur le premier attentat. L'arbitre s'est retourné, il met jaune, direct. Oui. Les 2 fois d'après, on a vu clairement Rudy Garcia. Ouais, on sait pas. Mais on a vu Rudy Garcia qui s'est tourné vers Gomis, qui faisait si tu as le brassard, va voir l'arbitre.
Il a dit là, j'y vais plus, je veux que je sorte ou quoi. Voilà, non, tu peux pas parler avec là-dessus, il faut rendre justice il faut quand même une stature qui permet aussi de parler à l'arbitre. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent parler. Sur la frappe qu'il y a eu, pour en avoir parlé avec Jordan Lotiès, puisqu'il bosse avec nous, on est passé le voir à l'hôtel avant, etc. Et Jordan, il se protège. Alors après, c'est vrai qu'à la vidéo. Il se protège maladroitement quand même. Il se protège comme tu peux te protéger. On a déjà vu des pénaltys. Mais je comprends de l'extérieur, même moi, je pense qu'il y avait pénalty. Après, au joueur en lui-même, tu peux rien lui reprocher parce que ça part vraiment de la protection. C'est pas l'arbitre qui ouvre le score non plus. Mais Romain, tu sais qu'il y a eu beaucoup de débats quand même sur l'arbitrage de ce match. On est obligé d'en parler. Plus que les histoires de penalty, même le second, pour moi, il n'y a absolument pas penalty. Il n'y a pas faute. Mais tu vois, au moins on est d'accord. Non, mais on est d'accord sur qui joue super mal le coup. Il vient, mais là, je crois que le troisième ralenti est encore plus flagrant. Boum. Allez, dégage. Tu peux pas. Il y a faute. Romain, pourquoi il n'y a pas faute? Mais non, mais rentrons dans le débat. À vitesse réelle, j'ai l'impression, et je me mets à la place de l'arbitre, je vois un joueur qui attend, qui est dans une dynamique d'attente comme ça, et qui négocie mal, voilà, qui se tourne, qui négocie mal le ballon. Moi, je serais arbitre. Après, je peux me tromper et compagnie. Je sifflerai pas là-dessus. Et je ne mets pas, et je ne suis pas agacé. Enfin, pour moi, des situations litigieuses, il y en a à tous les matchs. On peut revenir. Il y en a qui ont été favorables à l'OM, d'autres défavorables. Mais je suis d'accord. Par contre, je rejoins totalement Maxence sur l'agressivité des Dijonais. Ils ont eu raison. Moi, j'en veux pas du tout à Dijon. Ils ont raison de jouer le coup. Clair. Mais sauf que, voilà, à chaque fois, on a fait un match à Bastia. J'ai pas envie de rendre justice aux supporters bastiais. On a joué à Bastia. J'ai dit, votre équipe s'est débouchée. Ils nous ont mis que des coups et compagnie. Là, Dijon, si Dijon est arbitré comme Bastia l'est arbitré en Ligue 1, ils sont où, Dijon? C'est pas faux. Voilà, c'est sûr. Et juste pour finir sur le débat, je conclue rapidement. Tu as aussi le lendemain un match important pour le haut du tableau. Et non, mais il faut être honnête. Et tu as un penalty pour Nice qui n'y est pas du tout. Mais si tu regardes cette action-là comparée aux deux autres. Je pensais que tu parlais de Lyon où il y a eu une main pareille dans la surface. Elle n'est pas tout à fait pareille. Non, mais voilà, il faut être honnête sur ça. Mais ça veut dire que du coup, tu vois qu'il y a des équipes aujourd'hui qui sont pas arbitrées de la même façon. Ça s'équilibre sur une saison, je pense. Ça fait beaucoup pour Lyon quand même. Non, mais je pense. Bon, lui, il était vraiment. Non, mais pour ce qui nous concerne, les erreurs en notre faveur ou en notre défaveur sur le plan de l'arbitrage s'équilibre à l'arrivée, et il faut surtout pas qu'on se cache derrière ça, parce que quand tu parles d'agressivité, l'agressivité au stade Vélodrome, encore une fois, quand tu joues l'Europe et quand tu reçois à la maison, c'est toi qui dois l'avoir. Non, mais moi ce débat, ça, on est d'accord, là, je peux plus l'accepter, ce débat-là, Karim, parce que si tu as la même configuration et qu'au bout de je sais plus à quoi, quand tu tires Payet, tu as un penalty et un carton rouge de la même façon, bien que la double sanction m'horripile aussi, tu gagnes peut-être ce match 5-1 et on fait pas le même débat aujourd'hui. On fait pas le même débat. Non, mais Karim, c'est pas le même match si tu ouvres le score à la 30e minute sur un penalty qui est flagrant. Les gars, à un moment donné, il faut qu'on intègre l'idée qu'il y a des matchs où on aura effectivement un arbitrage qui sera pas favorable, ou en tout cas comme on l'espère, qui doit pas nous empêcher quand même d'être au niveau où on a le droit d'être attendu. Et là aujourd'hui, on est en dessous de tout, on est en train de se dire est-ce qu'ils n'avaient pas peur de manquer de fraîcheur physique, est-ce que le coach a fait les bons changements, est-ce que c'est pas la faute de l'arbitre? C'est pour ça que je t'ai dit, c'est bien qu'on n'ait pas commencé par ça, mais il faut quand même en parler. Oui, mais ça fait partie du débrief quand même. Ça fait partie du débrief, mais dans l'analyse de l'agressivité, parce que je reviens parce que ça nous amène à ça quand on parle de l'arbitrage, l'agressivité doit être de notre côté à la maison dans ce genre de contexte. Quand on a eu les grandes équipes de l'OM, souvenez-vous, les mecs qui chocotaient de venir. Pourquoi? Parce qu'on avait une très grande animation offensive, qu'on était en rouleau compresseur, mais parce qu'aussi à la maison on se faisait respecter. On ne se faisait pas marcher dessus à la maison. En conquête du ballon, dans les duels, on sortait gagnant. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, on se fait bousculer. Alors que Lopez se fasse bousculer, ça va. Je veux dire, on peut ne pas être surpris. Mais d'autres, je suis désolé, il faut être présent. On conclut avec un petit cadeau. Je crois que c'est toi, Romain, qui a rencontré un joueur de Dijon. À la fin, la belle histoire, c'est Belmonte qui montre ça. C'était un supporter de l'OM. Il jouait, je crois. C'est ça, il jouait à Istres et il allait voir des matchs dès que possible avec les winners. C'était encore le cas sur l'année de Bielsa, c'est dire si c'est. Et là, du coup, il a fait sa première en tant que titulaire. On l'attendait sur le banc. Il a été titulaire. Il est sorti à l'heure de jeu, donc c'est quand même une belle histoire. Et donc du coup, il a fait gagner son équipe en gagnant un peu de temps, en se faisant siffler, mais en se disant et il a dit honnêtement à la fin du match, j'aurais été dans la tribune, je me serais sifflé moi-même. On va l'écouter ce mec à l'heure de jeu, c'était marrant. Anthony Belmonte. Bon, après sur le terrain, c'est vrai que ça joue, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être un peu plus. Après peut-être qu'ils ont pris le match peut-être un peu à la légère ou
Donc je sais pas, mais c'est vrai que je m'attendais à plus. Mais bon, c'était quand même, ça jouait quand même. On a beaucoup cavalé. Dans le vestiaire, je vous dis, on était tous cuits patates. Donc voilà, on est très content du résultat et on va se reposer, repartir sur une grosse semaine et après être prêt pour Bastia. Oui, on vous l'a diffusé aussi parce que c'est un joueur que tu représentes, Yvan. Tu as dû être forcément heureux de le voir, comme on disait, jouer ce match et poser des problèmes à l'OM. Absolument, et c'est peut-être lui qui a le meilleur ressenti parce que tu vois, comme il commence l'interview en disant c'est peut-être eux qui ont pris le match à la légère. Ouais, et il n'y a rien de plus vrai qu'un joueur qui est sur le terrain et qui ressent ça plus que nous. Un joueur voilà, comme ça qui est dans un circuit hors, qui arrive là, qui profite, qui sort pas de tournage de Champions League. Donc quand il parle, c'est entendu. C'est-à-dire, je les ai pas sentis en face. Exact. Et tu vois même dans la fin de son interview qu'il dit nous on a fini cul patate quoi. Donc ça veut dire que pour le coup il dit nous on a donné tout ce qu'on pouvait donner. Nous, et tu vois bien que c'est bien les mecs pas formatés comme ça. Allez, les choix de Rudy Garcia, on avance dans cette émission, messieurs. On a eu un très 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 gros débrief, mais ça le méritait. On va continuer ce débrief avec le coach de l'Olympique de Marseille. Très critiqué Rudy Garcia après ce match nul de l'Olympique de Marseille, un partout au Stade Vélodrome, peut-être justement, peut-être à tort. On va en parler entre nous dans cette partie, messieurs. On l'a vu, la compo de Garcia tout à l'heure avec des changements tardifs, on l'a un petit peu évoqué déjà. Je veux vous demander déjà si vous en voulez à Rudy Garcia pour ce match. Oui ou non, assez rapidement, Maxence? Oui, clairement oui, par rapport à la compo de départ et par rapport au changement, à mon sens, trop tardif, parce qu'à partir du moment où tu fais une compo de départ qui prouve que certains joueurs en ce moment ne sont pas au niveau, change-les plus rapidement. Rapidement, Karim, est-ce que tu en veux? Non, il a mis en place une équipe pour gagner, pour aller de l'avant, pour maîtriser le ballon, pour prendre le pas dans l'animation offensive. Les joueurs n'ont pas été à la hauteur, je ne me tournerai pas vers le coach. D'accord. Je pense qu'à un moment donné, sur le rectangle vert, quand tu crées les conditions pour, encore une fois, maîtriser le jeu et que tu ne le maîtrises pas, c'est les joueurs qui en sont responsables. On va peut-être entendre Rudy Garcia aussi, mais Romain, rapidement, toi, tu en veux à Rudy Garcia sur ce match? Sur ce match, il s'est manqué, on y reviendra. Mais après, de là à le remettre en cause comme certains, tu l'as vu sur le forum notamment. Ne mélangeons pas tout. Il s'est manqué contre Dijon, ça arrive à des joueurs, ça arrive à tout le monde, arrive au staff de l'OM qui, je pense, avait mal préparé le match contre Paris, par exemple, on en a parlé. Voilà, lui, il s'est manqué contre Dijon. Ok. Voilà, moi voilà. Elle est pour lui, quoi. Il s'est manqué. Elle est pour lui, mais c'est pas. À quel niveau il s'est manqué? À quel niveau il s'est manqué? On en parlera. Moi, je pense que dans sa composition d'équipe, voilà, il a pas de départ. Je pense on va en parler. Romain, garde des munitions. Je veux juste, c'est une petite intro. Yvan, est-ce qu'on peut en vouloir à Garcia sur ce match? Non, moi sur la composition de départ, moi je vois pas de problème particulier. Après, j'ai entendu les gens qui étaient pas contents du remplacement d'un offensif, par exemple. Mais je pense qu'il a tout simplement senti que tu allais perdre le match et que tu as failli perdre et que c'est pour ça qu'il fait rentrer Zambo pour fermer, parce qu'on n'était pas bien et que ça, je pense que assez bien le connaître et il a une très bonne lecture des matchs, Rudy, et je pense qu'il a voulu fermer pour ça, pas pour faire du béton, mais juste qu'on était vraiment pas bien. Et tu dis que tu le connais, puisqu'on va rappeler, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai découvert d'ailleurs en préparant cette émission, tu as été pendant 5 ans avec Rudy Garcia dans l'aventure dijonnaise. Notre société Sport Profile, il était consultant du Dijon, du DFCO, et on a travaillé avec le club, ils étaient en national, et on est resté avec Rudy Garcia pendant 5 ans, et on est allé jusqu'à la Ligue 1, on a mis 8 ans pour y aller, mais on avait le 19e budget. Une belle aventure. Absolument. Donc tu vas peut-être nous parler un petit peu de Rudy Garcia quand même. On va écouter sa réaction d'après-match. On l'a rarement vu aussi énervé. Bien sûr que si on avait eu l'arbitrage vidéo de France-Espagne, ce soir on aurait gagné le match puisqu'on aurait eu les 2 pénaltys logiques entre la main de Lotiès et la faute de Lesmelou sur le pied de Maxime Lopez. Mais honnêtement, on ne le méritait pas parce qu'on a joué que la deuxième période, et 2, on ne cherche pas d'excuses. Voilà. Ce sont deux décisions respectables, même si elles sont fausses. Et ce n'est qu'à cause de nous qu'on n'a pas gagné ce soir. On a perdu 2 points en route. Voilà. Donc c'est une très grosse contre-performance. C'est un très mauvais sprint final lancé pour nous. Capable de grosse colère, Yvan, Rudy Garcia. Tu penses que ça a chauffé là dans le vestiaire? Il a le sang chaud et d'origine espagnole, Rudy. Ouais. Et il vit les matchs. C'est quelqu'un qui est vraiment pour la gagne. Il est capable de leur mettre le feu là après un match comme ça. Il a ce côté un peu italien, avant qu'il aille à la Roma, tu vois, qu'il avait chez nous en France, de la gagne, la culture de la victoire. Et ça, on l'a pas beaucoup en France. Il est capable de leur avoir mis le feu là dans le vestiaire, tu penses? Sans souci. Ouais, comme il faut. Bon.
À juste titre. C'est des matchs où tu dois prendre tes points. Il a déjà dû mettre le feu à la mi-temps d'ailleurs, parce qu'on a vu quand même qu'au retour des vestiaires, c'était pas les mêmes. C'est le même Rudy Garcia que tu as connu il y a quelques années à Dijon. Tu te rends compte, moi depuis, il a fait Le Mans, il a fait Lille, il a fait Rome, donc il a évolué, il a progressé comme tous les coachs. C'était un jeune entraîneur. Moi, quand j'ai travaillé avec lui, il avait déjà la base. Et après, il a fait du bon boulot au Mans, il a été champion avec Lille, et à la Roma, il a fait des choses assez extra. Partout il est passé. Hein. Aujourd'hui, tu regardes, et j'entends les critiques, hein, mais tu prends Wenger, Deschamps et Blanc, et lui, tu as les 4 meilleurs entraîneurs français aujourd'hui, que tu l'avais vu, non ? C'est pas faux. Il fait partie des 4 meilleurs entraîneurs. Donc qu'on arrête un peu, ou qu'on commence ça avait fait l'unanimité quand il était arrivé. Oui, mais là tu vois que ça commence déjà à critiquer, comme on critique facilement nos joueurs, les Marseillais, etc. Ça critique tout le temps. Deschamps, maintenant, tous l'idolâtres. Quand il était là, ça criait Guéret dans les tribunes. L'inverse, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas te permettre de toucher certains entraîneurs alors que tu as craché sur d'autres quelques semaines avant, moi ça m'insupporte aussi, parce que je veux dire, tous les mauvais résultats de l'OM ils étaient dus à Passy, et maintenant tous les mauvais résultats de l'OM c'est non mais on peut rien dire sur Garcia surtout, ne le touchons pas. Moi je ils sont pas nombreux à toucher. Rudy t'a fait passer le palier, Max. Rudy t'a fait passer depuis que simplement quelques semaines, hein. Hormis ce match de Dijon, Rudy t'a fait passer le palier de gagner les matchs dits faciles qu'on gagnait pas avec Franck, qu'on gagnait pas avec les autres. Ouais, c'est pas faux ça. On gagnait pas ces matchs-là à la maison. L'autre fois, j'ai vu une stat aussi. Après, on a pris que 2 points de plus. On était à 2 points de la 5e place quand et je suis pas en train de défendre Fantasy. Ça, c'est la fin de saison. Ça, c'est la fin de saison qu'on fera les comptes. Tu avais joué des gains. Tu avais gagné Lorient, Nantes et Metz. Je vous dis juste aujourd'hui que c'est pas logique pour moi qu'on ne puisse pas critiquer l'entraîneur, surtout quand sur un match comme celui-là. On fait que ça. Je dis pas que c'est pas logique. Je dis juste que nous, Marseillais, je le suis comme vous, qu'on fasse attention, parce qu'à force de casser la tête aux gens et de critiquer, de machin, il y a des gens qui ont envie de partir. Rudy, aujourd'hui, il est bien ici, qu'on l'encourage à continuer à faire ces résultats-là, parce que si demain tu devais perdre Rudy, que cet été, par exemple, il a des offres, tu vas reprendre qui comme entraîneur? Tu vas reprendre un meilleur entraîneur que lui. Moi, je le problème aujourd'hui, c'est pas l'entraîneur, c'est le groupe de joueurs que tu as. Tu peux prendre Capello aujourd'hui, il va pas te tirer mieux de l'équipe que tu as. Capello, il a qu'un attaquant dans la saison. Il est quand même passé plusieurs fois en conférence de presse ces dernières semaines pour dire qu'il s'était trompé. Il a fait un mandat honorable, très bien. Aujourd'hui, moi je vois juste quand même 2 choses qui me choquent. T'as un Gomis qui te met titulaire dès le début du match, et t'as Maxime Lopez qui sont titulaires dès le début du match. J'ai plutôt d'accord aussi avec Ben. Ne mettent plus Maxime Lopez il met plus un pied devant l'autre, et Gomis il revient de blessure. C'est son choix, il a raison, c'est de l'entraîneur. Nous on est tous entre guillemets simplement des spectateurs. Ok, mais quand après tu vois le déroulement du match et que tu te dis finalement ça m'a pas forcément donné raison, parce que ni l'un ni l'autre ils sont complètement improductifs sur le match, mais sors-les quand même, t'as le droit de les sortir aussi. Mais quelle solution tu as si tu sors moi je trouve que tu as juste un joueur comme Rémi Cabella qui depuis le début janvier il a toutes ses stats. Alors après il est critiqué aussi à Marseille, mais quand il a joué il a marqué, il a fait des passes décisives, on l'a sorti du 11 de départ directement. Quand tu joues avec Rémi en faux numéro 9 à l'extérieur, c'est une chose. Jouer avec Rémi quand tu dois marquer à la maison, tu as besoin d'un mec dans la surface, un mec dans la boîte, c'est pas pareil, Max. C'est pour ça que tu peux pas le mettre à la place de Maxime Lopez aujourd'hui qui est vraiment essoufflé, et de faire souffler un peu le jeune. Probablement, mais après la difficulté avec le jeune comme ça, c'est de dire il était top, est-ce que je le sors un peu et je risque de lui casser les jambes, ou est-ce que je laisse pour qu'il reprenne? C'est vrai qu'il est fatigué aujourd'hui. C'est là le souci des choix, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des choix de Rudy Garcia. Pour moi, Bafétim, Bigomis et Maxime Lopez, c'était dans ce match, au vu du scénario, c'est facile de le dire après, les 2 joueurs à faire rentrer. Parce que Gomis, c'est un attaquant à 100 buts en Ligue 1. Donc c'est un mec, et c'est pour ça que Garcia l'a laissé, parce qu'il savait très bien que Gomis, sur une jambe et sur une demi-occasion, il est capable de marquer, et capable de faire un truc. C'est pour ça qu'il a laissé. Et Lopez, pour moi, quand j'ai regardé la fin du match, à partir du moment où il est sorti du terrain, je me suis dit, il manque terriblement à l'OM, parce que il y avait que des mecs qui jouaient tête baissée, et que lui ne joue pas tête baissée, et qu'il aurait amené un petit plus technique devant, qui aurait été salvateur. C'est ce qui me fait dire que, en fait, au vu des conditions et du contexte, il aurait peut-être mieux valu les mettre sur le banc et les faire rentrer en cours de partie. C'est là où je vois une erreur. C'est pour ça que je dis il s'est manqué sur ce match. Soit, et le résultat, de toute façon, ce qui est bien en football, c'est qu'il y a un résultat pour sanctionner, pour dire qui a raison, qui a tort. Là, il y a un résultat qui dit Garcia a tort, ok. Mais ne mélangeons pas tout. Ne recommençons pas à comparer, parce qu'à chaque compte performance, on nous le fait, là, on nous ressort la moyenne de points de Passy, la moyenne de points de Garcia, tout ça.
s'il vous plaît, arrêtez. Je le reviens, Passy, il a gagné. Garcia, on a joué des gains. Garcia, il a joué 2 fois Lyon, il a joué 3 fois Monaco, 2 fois Paris. Voilà. Okay. Passy, il avait joué personne. Karim, est-ce que déjà tu veux répondre à tout ce qui a été dit? J'ai vu que tu faisais souvent nom de la tête. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je pense qu'on oublie effectivement le groupe dont il dispose. Donc, ce type est arrivé en cours de saison, à la fin de la première partie du championnat. On a eu au mercato des arrivées dont 2 d'entre elles nous apportent un plus, c'est Payet et Sanson. Même si Evra il est bouilli, moi je l'avais dit, je pense que c'était une erreur de le recruter. On me dit il a pas coûté cher, il a pas coûté si, c'est un leader. Alors bon, je sais pas, il est leader des tribunes peut-être, mais je pense pas que ce soit un choix opportun. En revanche, je pense que Garcia, pour ce qui me concerne à moi, il ne fait pas d'erreur dans sa composition d'équipe. Gomis était remplaçant quand tu vas à Lille, donc on a mis Cabella, on a vu le résultat, même si Cabella a sorti de bonnes séries, il a conforté ce choix, et on a vu que ça n'a pas été satisfaisant. Là tu joues à la maison, on peut pas dire que Gomis est au bout du rouleau physiquement, il revient de blessure, donc il a pu se refaire un peu la cerise, et si tu le fais pas jouer contre Dijon à la maison, tu le fais jouer quand, Gomis? Je pose la question, surtout quand tu as 2 pourvoyeurs comme Thauvin et Payet, qui alimentent, et derrière Thauvin et Payet, il y a encore 2 techniciens qui peuvent produire du jeu, c'est Lopez et Sanson. Je veux dire, on peut pas dire que ce type n'est pas mis l'équipe pour gagner. L'idée c'était de gagner, et qu'à la 60e, si tu as fait ton match à 2-0, tu sors les 2. Sauf que le match n'a pas tourné comme tu voulais. Que tous les matchs durent 90 minutes. Après, tu as aussi quand même un milieu de terrain qui est composé aujourd'hui de vainqueurs, Sanson et Maxime Lopez, où on a... du moins j'ai dit plusieurs fois que je trouvais ce milieu de terrain assez déséquilibré, même si j'admets tout à fait qu'on puisse le mettre au Vélodrome, et c'est parfait. Contre Dijon, on l'a vu aussi à l'extérieur, et Romain m'expliquait, il me disait moi je préfère qu'on continue dans cette logique là, parce qu'à un moment donné ou à un autre ça va payer. Bon, ben pour l'instant, ça paye pas. J'attends que ça paye un jour. On va conclure avec un écran scindé. Vous savez, l'écran où on voit vos 4 visages, la fameuse Nicolas Chabert. Regardez ça, c'est magnifique. Je vous demande une question simple. Vous me répondez assez rapidement et assez clairement sur ce que vous pensez. Romain, tiens, on va commencer avec toi. Est-ce que tu commences à avoir des doutes sur Rudy Garcia, et si oui, lesquels? Absolument pas. Je pense que, comme le disait Karim, il y a aussi une question d'effectif, et je pense qu'il peut progresser lui aussi. Voilà, je vois un Rudy Garcia à la tête de l'OM la saison prochaine, et encore meilleur lui aussi. Yvan, je vais pas te demander si tu as des doutes sur Rudy Garcia, parce que je sais que tu es convaincu que ça, c'est l'homme de la situation, mais est-ce que tu comprends qu'il y en ait des doutes? Parce qu'on est chez nous à Marseille à toujours chercher la critique et aller un peu loin parfois dans nos remarques. Après, comme j'ai dit, pour moi, il fait partie des 4 ou 5 meilleurs coachs français. Je vois pas ce qu'on peut trouver de mieux sur le marché. Les coachs étrangers, on a eu. C'est pas toujours bien. Pas toujours. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit content de l'avoir. Je pense que c'est une meilleure affaire que Marseille ait signé Garcia, que Garcia ait signé à Marseille. Pour lui, pour l'instant. Je pense. Pour l'instant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on soit content, et plutôt de regarder pour que les dirigeants fassent une vraie belle... Lui donne une vraie belle équipe, plutôt que de commencer à dire il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Tu mets Laurent Blanc, tu mets Deschamps, tu mets qui tu veux aujourd'hui samedi contre Dijon, parce qu'il aurait changé de plus comme joueur. Avis tranché et très, très audible en tout cas de la part d'Yvan Lemay. Karim Zeribi, qu'est-ce qu'il a à dire lui sur Rudy Garcia? Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est celui que tu veux voir à l'OM pendant 3, 4, 5 ans? Ah non, là tu vas trop loin. Pourquoi? Parce que je pense que autant je lui laisse le bénéfice du doute en lui laissant plus de temps, autant la saison prochaine, si on était à ce stade-là, on faisait le même commentaire, je te dirais effectivement, j'ai des doutes sur est-ce que c'est l'homme de la situation, parce qu'il aurait eu 2 mercato, un d'hiver et un d'été. Pour l'instant, t'as pas de doute? Non, aujourd'hui, je me refuse à avoir des doutes aujourd'hui sur un coach qui me semble avoir apporté quelque chose qui se situe autour de la rigueur, autour de la gestion d'un groupe, du management d'un groupe qui nous manquait. Et après, c'est en qualité qu'il faut qu'on monte, je dirais, en gamme et en puissance. Et là, on va voir le mercato d'été, les apports qu'il va y avoir pour faire une équipe à l'image de Garcia. Et si, encore une fois, à la fin je dirais, de la première partie du championnat, on en était à ce stade, je m'interrogerai. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Il a eu peu de temps, il a un groupe qui n'est pas au niveau. Okay. Je ne suis pas surpris par le contexte et la situation de notre équipe. Et je pense qu'il faut lui laisser à ce garçon un peu de temps. Merci Karim. Maxence, rapidement, des doutes ou pas des doutes sur Rudy Garcia? Non, c'est pour ça que je tiens clairement à exprimer ma position. Aucun doute sur Rudy Garcia pour la fin de saison, ni pour l'année prochaine. C'est pas du tout mon discours. Mon discours, c'est aujourd'hui de dire que
à certains moments, et il a les joueurs toute la semaine à l'entraînement, je pense qu'il y a des choix peut-être forts à faire, et peut-être quand tu vois certains joueurs qui n'avancent plus en ce moment, ça serait pas plus mal de les préserver, et de voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des doutes et que je crois pas que Rudy Garcia soit messieurs, merci pour ce débat sur Rudy Garcia. Moi j'ajouterais juste un truc qui m'agace un petit peu en tant que suiveur de l'Olympique de Marseille, c'est les conférences de presse d'après-match de Rudy Garcia, où je trouve souvent très peu lucide. Voilà, je vous invite à les suivre de près. Moi je trouve qu'il est rarement lucide sur ce qu'il a vu. À Monaco où on perd 4-0, il avait trouvé que c'était un bon match, voilà. Retour, ils ont été pris à l'arbitrage. Voilà, par exemple. Il est très... Contre Dijon, il a été lucide, non ? Je sais pas, moi, s'il est lucide de s'en prendre à ses joueurs, parce que je trouve qu'il a pas non plus réagi très très vite dans ce match, il est pas exempt de tout reproche. Je sais pas, à suivre. Moi en tout cas c'est mon ressenti de suiveur de l'Olympique de Marseille. Je sais pas ce que t'en penses, Romain, toi qui est journaliste aussi dans ce milieu-là. C'est toujours pareil. Bielsa, c'était toujours désolé pour le coup. Bielsa là, c'était horrible. Bielsa c'était trop même. À chaque fois c'était désolé, c'est pour moi. Voilà, c'est tout. Oui, c'était pour lui, Romain. Donc heureusement qu'il s'excusait. Non mais c'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était une phrase de circonstance et que tu pouvais jamais aller justement plus loin. Il disait aux joueurs dans le vestiaire, il leur disait effectivement ils ont joué à 3 au milieu quand il a joué à Lyon, quand il a joué à PSG. Il leur a dit j'aurais jamais dû faire jouer un seul milieu contre 3. Je pense que quand il y a 4 ans à l'école, on te l'apprend aussi. Allez, on enchaîne, messieurs. On va parler de Maxime Lopez, une toute petite partie juste sur le physique de Maxime Lopez et les prestations un petit peu compliquées de ces dernières semaines. Maxime Lopez, un petit peu dans le dur en ce moment, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. On va pas dire qu'il est mauvais, qu'il est pas à sa place dans l'OM, c'est pas du tout ce qu'on dit. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'en ce moment il est un petit peu dans cette difficulté qu'on a tous constaté, et quelles sont les solutions d'ici à la fin de saison. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Non, mais tu fais bien Romain de poser cette question, c'est pas un sujet tabou. Non, au contraire, si on veut que Maxime Lopez progresse et que ce soit un membre à part entière de ce fameux Champions Project, quand ça va pas, faut être capable de dire ça va pas et de chercher où ça va pas en espérant que ça progresse. C'est pas de dire il est nul. Dans le débat du coup avec ses stats, et vous allez voir déjà que physiquement on peut comprendre peut-être que ça pioche un petit peu depuis l'arrivée de Garcia. Donc on situe ça donc mi-octobre avec le match à Paris. Sur les 27 matchs, il en a joué 25 et il n'a pas joué le premier à Paris d'ailleurs. Donc il a joué 25 sur 26. C'est juste à Lorient, je crois qu'il est sur le banc. C'est à Lorient, exactement. Tout à fait. Donc 24, il était sur le banc aussi contre Sochaux. Il est rentré en cours de match. Donc 24 titularisations sur 27 matchs. Un but 6 passes, voilà. Max, est-ce que l'explication est là ? Pour moi, clairement. Et je prendrais juste un exemple, c'est que parce qu'on en parlait juste avant l'émission. Steph Bringuet me disait mais regarde, un gars comme Mbappé, il est bon, il joue, et oui, mais Mbappé en début de saison il jouait pas, et il était sur le banc, et oui, il a joué quelques matchs mais pas beaucoup, donc il a la fraîcheur aujourd'hui. Maxime Lopez, c'est tout l'inverse. À partir du moment où on a commencé à l'utiliser, il a joué tous les matchs, toutes les minutes, il a été très bon, et là je pense qu'il s'essouffle, et je pense que ça c'est du rôle de l'entraîneur d'économiser, surtout que pour moi c'est un joyau, donc c'est du rôle de l'entraîneur de l'économiser aujourd'hui. En ce moment, tu le mettrais pas, clairement. Ben non. Karim ? Non, c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, nous, si jeunes joueurs, de solliciter autant de fois, qui n'a pas non plus un physique et une physiologie appropriée peut-être pour tenir le coup si rapidement. Hein, donc, il faut le manager peut-être et le coacher autrement, surtout quand il y a Sanson qui arrive à l'intersaison et quand il y a Cabella qui retrouve un peu de poil de la bête. Donc oui, c'est vrai, je pense qu'on aurait pu le faire souffler un peu plus. Après, le coach, il manie, comment dirais-je, le ménagement du joueur avec la confiance qu'il ne veut pas atteindre chez ce joueur, donc si jamais il le sort du 11 de titulaire. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie avec ce genre de jeunes joueurs. C'est un peu ce qu'on pouvait attendre de Garcia concernant Lopez. Oui, je pense qu'on pouvait peut-être le ménager un peu plus. Juste un tout petit complément. On a aussi un joueur qui s'appelle Anguissa, qui pendant quelques semaines en décembre, on le mettait souvent dans les tops du Fossé. Il est sorti du haut de départ normal par rapport au niveau des autres joueurs, ok. Sauf que quand il y en a qui tirent un peu la langue, peut-être ça serait bien de le mettre aussi de temps en temps. C'est peut-être pas pour rien. Et puis ça répond aussi à la question de Palomino sur le meilleur poste de Lopez. Toujours pareil, je me fie toujours à Didier Deschamps qui disait toujours le milieu de terrain c'est une question de complémentarité. Lopez, on l'a vu très bon quand il y avait un milieu composé de vainqueurs, de Zambo et des travailleurs. Pourquoi ? Parce que Lopez, depuis qu'il est né, j'ai envie de dire, il a toujours joué dans des équipes
où ça jouait dans cette configuration-là, où c'était lui le joyau, comme tu dis, et c'est un joyau, c'est justifié. Mais là, dans la configuration actuelle, ce n'est plus le joyau de l'équipe. Plus le seul. T'as Payet, que t'as recruté 30 millions. Avant, quand il jouait, sur l'aile gauche, t'avais qui ? T'avais Clinton N'Jie, qui touchait 3 ballons parce qu'il le calculait pas et qui était un contre-attaquant. Là, maintenant, t'as Payet. Payet, il prend des ballons. T'as Sanson qui est capable de tout bien faire. Donc Sanson, ça touche aussi beaucoup de ballons. Du coup, Lopez, et j'ai regardé particulièrement son positionnement sur ce match-là, t'as vainqueur qui n'est plus le même vainqueur là. Là, on a un vainqueur qui monte beaucoup plus, qui tente beaucoup plus et compagnie. Du coup, Maxime Lopez, il apprend à se positionner avec ça. Et des fois, j'ai même l'impression qu'il fait déjouer malencontreusement. Alors, ça fait partie de l'apprentissage, mais qu'il fait déjouer ses partenaires parce qu'il descend demander le ballon et à courir comme ça partout. Les autres, ils le voient carrément redescendre à leur niveau. Ça se passe le ballon ne circule pas, c'est pas aussi fluide. Et c'est ça le souci. Par contre, il a toujours dans les pieds. À un moment donné, je l'ai vu encore faire sur ce match-là des transversales, des louches, des trucs très intéressants qu'aucun autre joueur de l'effectif ne sait faire. Est-ce que pour toi, le mercato lui a fait du mal ? Je m'explique, l'arrivée de Sanson, est-ce que ça lui a pas pris un petit peu d'espace, d'espace vital quelque part au milieu de terrain ? La nouvelle configuration, les nouveaux joueurs qui sont arrivés lui ont pris des ballons, je dirais, parce qu'il touchait 110 ballons par match, ce qui est assez exceptionnel. Il est plus sur ces ratios-là, je pense, aujourd'hui. 50 et quelques qu'il a fait là sur le dernier match. La moitié, et je pense que c'est un garçon pour être bien en confiance, il a besoin de toucher la balle, beaucoup toucher la balle. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Après, physiquement, tu peux pas lui demander pour sa première saison de se faire 40 matchs de haut niveau. Il a pas le coffre, comme disait Karim. C'est pas possible. Il y a 2 mois, on parlait du Real de Madrid, Barcelone. C'est pas un joueur pour le Real ou Barça, en tout cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas devenu un mauvais joueur non plus. Non. Il est juste un peu dans le creux, un peu dans le trou. Et l'équipe, effectivement, n'est plus bâtie comme elle était. Pourquoi à ce moment-là, je dis, c'est là que je comprends pas ton discours par rapport à Rudy Garcia tout à l'heure. Si on est tous d'accord pour le reconnaître, pourquoi il le met en tant que titulaire ? Mais tu as vu le gamin à chaque fois qu'il sort des matchs ou pas ? Tu as vu le gamin quand il sort des matchs, on dirait qu'il a perdu papa ou maman. Oui. Donc je pense que Rudy veut pas lui couper la confiance parce que c'est un gosse. Je pense que c'est de la pédagogie. Je pense que c'est de la pédagogie, comme il disait Karim, et qu'à un moment donné, tu es capable en tant qu'entraîneur, tu dois être capable en tant qu'entraîneur d'aller voir un joueur, lui dire, moi c'est pas le niveau que tu as aujourd'hui. Surtout qu'il a connu le placard à l'OM. Rappelle-toi avec Franck Passy qui le faisait jouer 3 minutes par match, c'était pas agréable non plus. Il a besoin de se retrouver dans cette nouvelle configuration. Les premiers mois, c'était le jeu passait par lui, qu'on le veuille ou non. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Je pense qu'il a du mal à se positionner par rapport à ça. Le mot de la fin pour Karim Zerbi, c'est le mot de la fin. Pour défendre Garcia, c'est pas ça. Il a le droit de se tromper comme tout le monde, sans être un mauvais coach. Mais sur Lopez, je dirais qu'il y a 3 choses. Effectivement, ne pas entamer la confiance du petit. Donc c'est aussi pour ça qu'il le maintient. 2, je pense que dans des séquences creuses, quand tu es un jeune joueur, tu apprends quand même. Il apprend le métier, là, Lopez. Même quand t'es pas super bon, tu apprends le métier. C'est ça. Et si tu vas me faire un cadre la saison prochaine, tu dois accepter que le type soit un peu de ça. Et 3, même s'il a peu de ballons, il joue tellement juste, le minot. S'il te met 2 ballons, 2 caviar, et que ça te fait la différence, tu peux te passer effectivement d'un rythme. Donc, non, mais c'est vrai, je veux dire. Donc, non, mais c'est ça. Non, mais je dis juste que s'il rentre aussi à travers de la fin et qu'il est décisif, il sera peut-être plus en confiance, il rentrera chez lui que ça là-dessus. J'ai parlé avec Samir Nasri qui avait démarré très jeune à l'OM, et il y a une période où quand Philippe Troussier était entraîneur, il faisait jouer Nasri tout le temps. Et Nasri m'avait dit, sur le coup, j'étais très content. Donc ça rejoint un peu ce que dit en termes psychologiques. Il était très content parce que ça lui a permis de s'installer. Mais il me dit, début de saison suivante, j'ai eu un contre-coup terrible. Et au final, ça m'a pas rendu service d'être aligné comme ça, match après match. Chaque histoire est différente, c'est pas le même poste. À voir, mais voilà, c'est l'expérience de Nasri. Pour cet éclairage, Samir Nasri. Voilà. On avance. Fait la même carrière, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. On avance vers la course à l'Europe. Faut-il être inquiet ? L'inquiétude a gagné les rangs olympiens ce week-end. L'OM n'a pas réussi à prendre les 3 points. Du coup, il n'y aura pas d'Europe. C'est ce qu'on a pu lire un peu à droite à gauche. C'est terrible. Alors, l'OM au classement dis-nous, Romain, pour la 3e place, raconte-nous, parce que tu nous as dit, on va rattraper Nice. Alors là, on est classement, évidemment, de cette Ligue 1, Romain Canuti. L'Olympique de Marseille est donc, vous le voyez, toujours 5e. On rappelle que la 6e place... J'ai pris un point sur Bordeaux.
tu as pris un point sur Bordeaux, et on rappelle que la 6e place n'est pas encore européenne. Il y a de grandes chances quand même que ça le soit, même si Fréjus Romain peut gagner la Coupe de France. Tu me le rappelais cet après-midi au bureau, avec véhémence d'ailleurs. Hein, ils ont fort à faire face au Guingamp de Yanis Salibur. Hein, non mais voilà. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'Europe? Voilà, et Michel Eliaga de France 3, qui est souvent avec nous, a posé la question à Jacques-Henri Hérault. Je vous propose de découvrir la réponse. C'était hier soir sur France 3 Provençal. Est-ce qu'il est inquiet pour la course à l'Europe? On a grillé un joker hier. C'est pas le premier. Je pense que la qualification pour la Ligue Europa, ça se jouera à plus de 60 points. Ça veut dire à cette journée de la fin, pour moi, au moins 4 victoires. Alors c'est possible, ça reste possible, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc il faut que les joueurs comprennent que ça reste un objectif de fin de saison, apparu récemment, mais un objectif de fin de saison désormais, et qu'il faut mieux faire, beaucoup mieux faire. Inquiet ou pas, Karim Zeribi, pour l'Europe, pour la qualification européenne? Avec cette équipe, on ne peut être qu'inquiet. C'est vrai, Saint-Etienne, t'inquiète? Oui, mais elle est tellement capable du meilleur comme du pire. Je veux dire, on peut être qu'inquiet. Il reste 7 matchs. Le président t'explique qu'il faut passer les 60 points. Moi, j'ai envie d'y croire, évidemment, parce que je suis d'un tempérament optimiste et que j'ai quand même, comment dirais-je, envie de penser qu'ils auront un peu d'orgueil et ils seront capables d'aller chercher au fond. Donc, notamment pour ceux qui veulent faire partie du projet. Et j'espère qu'ils sont nombreux. Ouais. Mais après, tu as un peu d'inquiétude. Bah oui, bien sûr que tu ne peux avoir que de l'inquiétude. Quand tu profites pas de l'opportunité que tu as samedi à la maison, tu te dis merde. Classement, pour étayer les propos de Karim, je me tourne vers Maxence parce que ça fait presque 3 ans qu'on fait des émissions ensemble. À chaque fois, qu'on a des débats sur le classement, moi je te dis ouais, mais si on peut revenir. À chaque fois, c'est toi qui as raison. Voilà, j'ai très. En même temps, tu défends des positions un peu folles. Et je rappelle. Et pour conclure cette partie, je défendrai une autre position un peu folle. Et voilà, tu pourras me la rappeler dans 3 émissions, évidemment, Romain, comme tu le fais très bien. Lyon. Évidemment. Maxence, explique-moi combien de points il faut pour que l'OM finisse 5e, ce qui est l'objectif affiché, puisque Jacques-Henri Hérault nous dit 60 points à peu près. Tu penses que ça peut se jouer à combien? Parce que Bordeaux-Saint-Etienne, il faudrait quand même qu'il y ait un miracle pour que les deux nous doublent. Le problème, ouais, voilà. Mais le problème, c'est que si on s'arrête à un nombre de points aujourd'hui, à si peu de journées de la fin, c'est quand même assez compliqué, comme le dit pourtant le président, parce que j'ai regardé volontairement la totalité du match Nice-Bordeaux. Honnêtement, Bordeaux doit peut-être gagner ce match. Bordeaux est bien en ce moment. Et voilà, doit se retrouver avec 49 points. Donc du coup, tu aurais pu te retrouver si tu avais gagné Dijon à égalité de points avec Bordeaux. Et là, je t'aurais dit, ça va être vraiment compliqué parce que Bordeaux restait sur cette dynamique, on est égalité. Tu fais un match nul pourri la veille et derrière, ils perdent ce match avec ce penalty. Bref, bon, et tu as un point de plus. Donc ça va être compliqué, mais effectivement, on sera pas forcément pas loin des 60 points, quoi. On sera pas loin des 60 points. Est-ce que tu es inquiet pour l'Europe, du coup? Juste, est-ce que on y vient, Romain, à ta petite stat. Est-ce que tu es inquiet pour l'Europe, Max? Parce que on parle de la 6e place aussi, même si l'OM c'est vraiment la 5e place, mais la 5e et la 6e c'est pareil, il y a le même nombre de barrages, on joue exactement la même chose si bien sûr Monaco, Paris gagnent la Coupe de France ou même Bordeaux. Ouais. Ben écoute, j'aurais envie de te dire que comme beaucoup de monde l'a déjà dit, donc j'innove pas, ça va se jouer évidemment sur les confrontations directes. Je pense encore qu'on va battre Saint-Etienne, je suis persuadé qu'on va battre Saint-Etienne à domicile. Par contre, je pense qu'à Bordeaux ça va être compliqué. Bon, donc si tu es dans la même position en fin de championnat et que tu fais match nul à Bordeaux et que ça passe, ça va passer. Si tu perds à Bordeaux, que tu avais 2 points de plus par exemple, ben voilà, ça passera pas. On voit les 3 prochaines journées de l'OM, Bordeaux et Saint-Etienne, les principaux protagonistes évidemment, même si Nantes, Guingamp peuvent encore revenir sur un miracle. On ne sait jamais, mais voilà les prochains matchs. On parlera de Lyon peut-être tout à l'heure si on a le temps. Juste avant, tiens, je me perds un petit peu. C'était la moyenne de points. Oui, voilà, Romain, je t'en prie. Excuse-moi. On y arrive. Alors, ça m'a beaucoup intéressé ce qu'il a dit le président Hérault en parlant de 60 points pour la 5e place. Du coup, je me suis regardé parce que je me suis dit c'est une configuration de championnat particulière. Normalement, tu as une équipe qui part seule en tête. Là, tu en as 3. Tu as Nice, Monaco, Paris. Donc, du coup, ça baisse la moyenne des autres. Sauf que d'habitude, dans certains championnats, tu as une équipe décrochée derrière. Nous, c'est pas forcément le cas. Il y en a plusieurs. Donc, pour faire ça, j'ai pris les 10 dernières années et j'ai regardé les points des 5e à chaque fois et j'en ai fait une moyenne, grosso modo, pour me dire voilà, si tu reprends sur 10 championnats, tu as un sacré indicateur. Moyenne, 62,3. Donc ça veut dire qu'il te faut grosso modo 62-63 points. Pour être 5e. Pour être avec 5e. La logique que tu viens de dire avec 3 équipes qui prennent énormément de points, je pense qu'avec 60 ça peut passer. Donc moi le raisonnement du président qui dit il nous faut 4 victoires pour arriver à 60 points et un peu plus, je pense que ça tient, il a raison, si c'est 4 victoires, s'il tient vaincu. C'est-à-dire si tu fais 4 victoires, 3 matchs nuls.
Parce que ça veut dire que tu partages tes points voilà, contre Bordeaux et contre Saint-Etienne. Donc mieux si tu les as battus. Si je peux me permettre, la Ligue 1 cette saison nous a montré aussi que Bordeaux et Saint-Etienne n'étaient pas forcément capables de faire 4 victoires et 3 nuls sur les 7 derniers matchs. Je me permets. Attention, la dynamique de Bordeaux prouve. Je dis Bordeaux et Saint-Etienne. Et moi surtout, contrairement à toi Romain, moi voilà. Alors là je viens, la Coupe de France, tu as visiblement des certitudes. Moi j'en ai pas. J'ai regardé pareil du coup les derniers vainqueurs de Coupe de France, parce qu'à chaque fois c'est des équipes qui finissent dans les 3 premiers ou quoi que ce soit. Et bien sur les 10 dernières éditions, c'est arrivé que 4 fois. Et donc, sur les 5 dernières donc tu as Paris 2 fois, mais derrière tu as Lyon qui était Lyon, 5e. Ils sont combien qui était 5e. Oui, 5e, ça passe. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Et là, en plus, on est dans un football où il y a 2 équipes en France en ce moment, c'est Paris et Monaco. Ils s'affrontent pas. Et qu'il y a une configuration. Tu sais combien ils étaient comme toi là à me dire non mais attends, ils ont gagné 4-0 à l'aller, c'est bon, ça va, ils ont gagné. Et tout. Non, il y en a des milliards qui ont dit ça. Le football est fait de telle sorte que des fois, tu as un 6-1 au retour au Camp Nou. Alors je te dis pas que Avranches va battre le PSG, mais je te dis qu'il y a des possibilités. Si je te retrouve avec un PSG Monaco en demi, et que déjà tu en as une des deux qui saute, qu'en finale il retrouve Guingamp qui a gagné 2 fois l'édition sur les dernières années et que c'est Guingamp qui passe, et là le soir du match contre Bastia ou quand tu te retrouves 6e, tu auras l'air vraiment, vraiment malin. Donc regarde plutôt la 5e place, ne considérons pas cette 6e comme acquise, parce que sinon on va se moquer de nous pendant des années. Oh oui, certainement, tu as raison. Des années. Yvan, quel est ton avis toi sur tout ce débat animé? Sur l'Europa League, je pense que ça va être compliqué d'obtenir les points. Quand je vois un peu la tendance des derniers matchs, on est plutôt vers le bas que vers le haut, et il faut bien finir les saisons pour prendre tes points, et c'est pas notre cas aujourd'hui. Après, moi, l'Europa League, personnellement, à titre ça me fait pas rêver. Est-ce que ça change quelque chose pour le mercato, justement? Et j'entends souvent ça. Les joueurs vont pas venir si t'as pas la Coupe d'Europe. Les joueurs, tu les fais signer chez toi quand tu joues la Champions. Et les joueurs s'en tapent de l'Europa League. C'est pas l'Europa League qui les décide à signer dans un club. Donc moi, je vais plus loin. Si tu te qualifies pas et que l'année prochaine, tu fais un vrai bon recrutement avec des vrais bons joueurs qui mettent de l'argent sur le mercato, peut-être que c'est pas plus mal de faire une vraie saison normale pour aller chercher la Champions League, plutôt que de finir à l'arraché peut-être 5e, faire ton Europa League, de commander en juillet, que tu n'auras pas tes joueurs et que tu sais pas encore la saison que tu vas faire, parce que l'Europa League ça perturbe malheureusement les effectifs et on n'a pas 40 joueurs à l'Olympique de Marseille aujourd'hui de valeur, et tu te dis qu'est-ce que tu vas faire la saison prochaine? Tu vas pas gagner l'Europa League, et qu'est-ce que tu vas faire en championnat si de toute façon tu es pas armé pour le faire? Ce que tu dis est vrai, Yvan, à la différence près que là, tu as une nouvelle équipe dirigeante et technique, de staff technique, qui a pris l'équipe en cours de saison. S'ils arrivaient en fin de saison, je suis d'accord avec toi sur le calcul. En gros, on arrive, on veut bâtir une grosse équipe pour l'année prochaine. Donc, notre projet, c'est la Champions League et autres. Là, à mon avis, on aurait une forme d'élan brisé dans la dynamique du mercato d'hiver, à voir que la nouvelle équipe dirigeante qui porte des projets ambitieux et le nouveau staff technique n'arrive même pas à nous mener à l'Europa League. À mon avis, on n'en pâtirait parce qu'on se dit aujourd'hui c'est un minimum, quoi. Bon, on rêve pas, on ne pensait pas à la Champions League quand ils sont arrivés. En revanche, ne pas atteindre l'Europa League, on se dit merde, c'est qu'on est vraiment pas bon de chez pas bon. Là, je trouve que ça mettrait un peu de plomb dans l'aile de Garcia. Ça serait un échec. Si tu y vas pas, ça serait un échec. C'est vrai que ça serait un échec si tu y vas pas à la fin de l'année. Mais après, bien se poser la question du fond pour l'année d'après aussi. Réel. Oui, non, mais ça, poser la question du fond, ça marche quand t'es Chelsea. Chelsea qui joue la Ligue des Champions une année sur deux. Chelsea, ils n'ont pas de problème. Quand il y a 45 joueurs de haut niveau, t'as pas de problème à jouer la Coupe d'Europe. C'est quand il y a un effectif comme on a. Ça leur arrive de louper la Ligue des Champions. Ils ne jouent quasiment pas du coup derrière la Ligue Europa parce qu'ils finissent 10e en championnat. Ils s'en foutent royalement. C'est le cas cette année. Les Chelsea jouent pas la Ligue des Champions. C'est pas grave, ça leur arrive une année. Nous, l'OM, on part de 5 années quasi vierges. On est devenu le 75e club en Coupe d'Europe. C'est pour ça que même si ça fait pas rêver l'Europa League, il faut commencer, on va dire, l'aventure par ça. Et je suis d'accord avec Karim, on est dans une dynamique comme ça, et c'est vrai que ça fait pas rêver du tout l'Europa League, mais il faut bien commencer par ça pour espérer plus tard après quelque chose. Je suis d'accord avec toi, et par exemple on serait à la place de Lyon, là on jouerait Beşiktaş en quart de finale d'Europa League, on serait en folie, donc l'Europa League ça fait pas rêver, oui, quand on était en quart contre le Shakhtar. Après, moi je veux bien croire Yvan, parce que c'est quand même lui le spécialiste autour de la table de la question des transferts. Si ce que nous dit Yvan est vrai dans la recherche de joueurs top niveau au mois de juin, bon, je m'inquiéterai pas, je veux dire, parce que je me dis à un moment donné il va vraiment qu'on mette le paquet, qu'on mette sur la table. Tu veux qu'on parle de mercato un peu, Karim?
C'est envie là. Surtout envie qu'ils ont réussi ce mercato. Allez, on va en parler du mercato. Je ne défends pas volontairement dans cette émission la position que l'OM va rattraper Lyon. J'ai compris que ça va être difficile avec vous ce soir, messieurs, de vous Engagez convaincre. Paris. Tu as envie de la défendre? Oui, tout à fait, parce que je pense que Lyon va Engagez s'effondrer Paris. avec l'Europa League. Quand tu vois la prestation qu'ils ont réalisée à Rennes, tu peux te dire qu'ils vont aussi pas faire beaucoup de points d'ici la fin de la saison. Ils vont en gagner quelques-uns et ça suffira parce qu'ils ont de l'avance. Nos matchs. Après, on regardera les autres. On verra parce que voilà, regardez, pendant qu'on va jouer 3 matchs, ils vont en jouer 6. Bref, je ne dévoile pas plus mes arguments parce que peut-être effectivement qu'après le match de Toulouse, on sera 7ème, donc effectivement c'est peut-être bête. On verra ça, mais voilà, je l'ai placé en tout cas, on en reparlera. Et Romain, on a fait un petit pari. Il est question notamment de goûter. Voilà. On passe tout de suite au mercato. Merci Maxence de rappeler tous mes bons paris pendant cette interlude. Oui, parce qu'on devait finir 3ème, tu as perdu, là tu dis qu'on va finir 4ème. En fin de saison, tu vas dire je pense qu'on va finir 5ème et tu auras gagné. Oui, réécoutez les émissions, j'ai pas dit on va finir 3ème, je dis qu'il existait une possibilité, je me suis un peu trompé. Ah oui, techniquement. Allez, lieu numéro 9, Romain, j'ai suivi ton talk, puisque tu disais tout à l'heure que tu m'avais remplacé avec brio. Ça c'est moi qui rajoute avec brio. Tu as parlé des attaquants et tu as proposé 10 noms lors du précédent talk et il y a eu un sondage. Voilà, c'est ça. Donc du coup, fais attention à ce que tu regardes parce que c'était pas le talk, c'était dans une vidéo à part. Donc du coup, on me proposait 10 attaquants parce on rebondissait sur les propos qui donnaient une enveloppe qui disait entre 30 et 40 millions. Et c'est vrai que chaque attaquant. Pour chaque attaquant. Donc on a regardé, on s'est dit, et là on a un expert mercato. On a pris 10 mecs qui coûtent entre 30 et 40 millions parce que les gens n'ont plus à l'esprit 30 et 40 millions chez le supporter de l'OM, c'est le prix que tu as vendu Drogba. Donc ils disent on va pouvoir prendre un Drogba. Non, on peut pas prendre un Drogba avec 30 et 40 millions. Donc on a vu ce qui coûtait entre 30 et 40 millions. Avant de regarder les noms, Yvan, est-ce que tu peux nous donner le nom d'un attaquant qui coûterait à peu près 30 à 40 millions sur le marché? C'est une question piège, je te prends un peu comme ça dépourvu, mais un attaquant en Europe qui serait dans ces tarifs-là, peut-être pas abordable pour l'OM en théorie, mais qui dans ces tarifs-là pourrait quitter son club. Petit préambule, l'attaquant à 40 millions, il gagne 6 millions net à l'année, ça veut dire 12 millions, ça veut dire que c'est pas possible pour toi. Donc absolument, c'est sûr ça. Faut arrêter de regarder juste le prix du transfert. Parce qu'apparemment le salaire, ça les dérange pas les matchs. Sauf si tu le prends dans un pays où ils payent les gens au lance-pierre, mais ça n'existe pas. Un joueur à 40 millions a forcément un salaire que tu ne peux pas assumer ici. Donc le premier problème pour moi il est là. Après des attaquants, Romain l'avait déjà communiqué il y a quelques mois. Moi j'avais proposé l'attaquant de l'AC Milan, Lapadula, qui était à Pescara la saison passée. Ouais. Alors ça vaut pas 30 ou 40, ça vaut combien maintenant? Il est devenu international italien depuis. Mal, hein. Donc après, quand tu deviens international italien, forcément ton prix double. Il avait acheté 10 millions par Milan. Aujourd'hui, la valeur elle doit être certainement à 25 millions. C'est la doublure de Bacca. C'est un joueur pour moi fantastique et un joueur pour le Vélodrome. Après, ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Tiens, mais, tu parles de Bacca, Romain, je crois qu'il était dans ta liste. Il y est. Tu penses que ça peut être un joueur tu parles du salaire là pour Bacca notamment. Alors, il va même si Milan, c'est quand même pas la folie non plus. Transfert market, ils sont gentils, mais l'AC Milan l'a acheté plus cher que ça, donc je vois pas comment il peut repartir pour 23 millions. Hein. Non, mais on a dit entre 30 et 40. Là, c'est l'estimation qu'on met en général transfert market parce que. Non, mais ça, c'est eux, ils donnent une base. Après, effectivement, avec les négociations, les transferts, tout ça, ça monte toujours bien. C'est l'âge aussi, après 30 ans. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui au niveau salaire, au niveau du joueur lui-même, peut un jour être à l'OM? Le joueur est fantastique, c'est une pointe de mouvement, donc c'est pas la pointe axiale fixe comme Baffé, il bouge beaucoup et il marque, c'est colombien, ça a du tempérament. Moi j'adore le joueur. Après aujourd'hui, le sortir de l'AC Milan, qui est aujourd'hui en reconstruction, puisqu'ils sont en train de finir leur fameux closing avec les pays asiatiques, et normalement ils doivent finir la vente là. Si les Asiatiques rentrent dans le club et balancent 5 ou 600 millions d'euros, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est pas pour faire partir Bacca. Ils vont au contraire vouloir garder Bacca. Ils ont pris Ocampos aussi, quand même. Il peut jouer un peu. Il peut tourner. On nous a dit qu'il pouvait jouer attaquant, il me semble. Ocampos, c'est une histoire italienne parce que Guardiola le veut à Manchester City. On va passer avec Karim et Max sur quelques autres noms. On va regarder ensemble. Tiens, je vais demander à Nico de nous envoyer les noms comme ça, au feeling. Andrea Bellotti, alors. Il a une clause à 95 millions, ça tombe bien. Nos dirigeants vont être très contents de payer. Tu es d'accord avec moi, c'est plus cher que 30-40? Mais il a une clause à 95, les gars. Bon, donc c'est comme Higuaín, la Juventus cette année a mis 94 millions. Donc c'est un dossier Panini, ça n'existe pas. Ça appelle jeunesse. Tiens, là c'est toujours pareil. Après, c'est toujours donc ça veut dire que tu penses, tu as déjà donné ton avis, mais donc
plus ou moins, ça veut dire qu'on nous mène un peu un bateau. C'est un joueur que j'ai proposé au Paris Saint-Germain pour te dire la vérité, Maxence. Non, mais je te parle Saint-Germain, 90 millions, je te parle pas de lui en général. Je te parle de la première intervention que tu as faite en disant que le salaire du joueur ne pourrait pas correspondre à l'Olympique de Marseille. Donc, comme on nous annonce quand même un gros joueur, ça veut dire qu'on nous mène un bateau. Bellotti, lui, n'est pas à Manchester, à Chelsea, à machin. Donc, le club de Torino n'a pas les moyens financiers. Aujourd'hui, il doit gagner 2 millions net, 2 millions et demi net. Donc, ça, c'est travaillable en termes de salaire. Mais là, pour le coup, il y a une clause qui est aussi troisième joueur avec toi, peut-être Karim. On va voir ce qu'on nous propose. Christian Benteke, tiens, c'est l'avant-centre évidemment international belge de Crystal Palace, passé par Liverpool, qui a une carrière un peu bizarre, mais qui commence à retrouver un peu le chemin défilé. Il a mis un sacré but ce week-end à Chelsea quand même. Est-ce que c'est un type de joueur qui te plaît Moi, je vais être honnête par rapport à ceux qui nous écoutent. Moi, le football a été mon métier et ma vie, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc les Benteke, ça fait pas partie de mon comment dirais-je, de ma capacité d'analyse. Tu l'as pas assez vu jouer, quoi. Je l'ai pas assez vu jouer, je suis pas capable. Moi, tu me parles d'Aubameyang, je sais qui c'est. Donc je te dis Aubameyang, pourquoi pas. Quand tu mets le filtre 30-40, il disparaît. Non mais Aubameyang, on l'avait fait venir à 10 jours. Oui, il est allé à Lille, mais on n'a pas l'argent pour le prendre à Marseille aujourd'hui. Combien il vaut Aubameyang? Combien il vaut? 70. Dortmund dans les bureaux parle pour qu'il partira pas à moins de 80 millions. Mais c'est pour moi la vraie valeur du joueur aujourd'hui. Quand je vois Pogba à 100 millions, Aubameyang pour moi ça coûte plus cher. Pour moi, mais bon. C'est pas faux. C'est le fils à Pierre Obama. Oui. Avec qui je jouais. Ça c'est beau. Ça joué avec Pierre. C'est vrai avec le papa d'Aubameyang, avec son qui était d'ailleurs un bon footballeur. Le papa s'est installé à Dijon, le papa. Quand il a fait venir le petit, il a passé l'année à l'ONU. Mais un coup de fil, dis-lui, l'OM. Allez, on appelle tout de suite Nico. Non, il n'y a pas. On n'a pas le numéro. Peut-être qu'on pourra avoir ça. Un Brahimi, ça coûte combien? Aujourd'hui, beaucoup moins qu'il y a 12 ou 18 mois. Brahimi, c'est Lopez, aujourd'hui, dans le cœur de jeu, on va dire. Et si tu le fais jouer un peu plus haut, tu as aussi les joueurs, etc. Mahrez. Mais il était sur 30 millions l'été dernier, avec la saison qu'il fait cette année, à mon avis, pour 20 millions, ça doit aller. Mahrez. 40. Mahrez, vu la saison qu'il fait, je pense que les prix vont quand même bien chuter, bien baisser. Parce que l'été dernier, ça parlait pour 45. Il joue devant, lui. Derrière l'attaquant, ouais. Mais aujourd'hui, ça va être. C'est pas un neuf. On va voir d'autres neufs, voilà, pour vous inspirer avec c'est pas un vrai neuf, ouais. Romain Canuti, tiens, le prochain, il est pour toi. Benteke, ça pouvait être intéressant si Crystal Palace descend. C'est pas exclu, même si là, il semble tirer d'affaire. On en parlera, Mandanda, je suis pas. Benteke, c'est qu'il va, même si Crystal descend, il va avoir un marché en Angleterre, parce qu'il y a tellement d'argent en Angleterre. Celui-là, moi, il me plaît, celui-là. Paco Alcácer, un ancien attaquant brillant avant qu'il rejoigne Barcelone et s'éteigne un peu, bien évidemment, dans l'ombre de la MSN, comme on se plaît à le dire. Tiens, Yvan. Il y a peut-être notre ami Zubizarreta qui peut faire quelque chose. Ça, tu penses pour que nous, c'est jouable? C'est plus compliqué. C'est jouable ou pas, ça? Honnêtement, avec l'OM qui se dessine, qui semble se dessiner. On est sur des valeurs qui me semblent plus abordables. Il y a la relation historique entre notre nouveau directeur et la relation avec le club. Après, il te plaît ce joueur? Il est bon ce joueur? Yvan, est-ce que c'est pas ça la piste pour nous, vu nos moyens aujourd'hui, d'aller chercher sur le banc des grandes équipes des joueurs en devenir pour qu'ils puissent faire une saison, éclater chez nous et repartir éventuellement? Celui-là, je suis sûr que ça devient une conclusion. Est-ce qu'on n'est pas obligé de faire des coups pareils? Ouais, mais alors aujourd'hui, tu peux pas l'acheter le gros joueur ou gros salaire, tu ne peux pas. Donc, il faut que ce soit ou le joueur en devenir ou le joueur relancé. Yvan, à l'échelle de la Ligue 1, c'est pas un gros joueur, Paco Alcácer, quand même? À l'échelle de la Ligue 1, ça le serait, je pense, ouais. Mais ça veut dire donc du coup que ce joueur-là que tu prends, dans l'exemple de Pablo Alcácer, derrière, tu sais que tu le repères là. Soit il fait une grosse saison, donc tant mieux, mais tu le repères l'année d'après, soit il fait une mauvaise saison. Et donc les gros clubs, Barça, Chelsea, Inter, quand ils te prêtent ou qu'ils te vendent un joueur, et ça s'est passé pour Morata, regarde, entre G20, ils te mettent toujours une contre-option, parce qu'ils font partir le joueur, ils savent qu'à un moment, s'il explose, ils vont le récupérer. Donc t'es coincé. La G20 a reperdu Morata, ils ont gagné rien du tout dessus, parce que la clause était déjà fixée. Donc du coup, tu vas prendre le joueur, mais te dire on vous le rachète 5 millions de plus dans 2 ans, on a le droit. C'est pour ça que Mais moi, pas forcément une solution. D'accord, mais là, on est en train de parler de finance et comptabilité. Et moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est le résultat sportif. Moi, si tu me prêtes un joueur pendant un an et qu'il explose chez moi et que ça me permet de jouer à la Champions League, excuse-moi, il peut repartir. Parce que votre raisonnement-là, c'est l'Atlético qui, au final, l'Atlético Madrid, ils se sont construits comment? Chelsea leur a dit ouais, on te prête Courtois. Ils ont dit bon, prêtez-nous Courtois. Pendant 2 ans, ils ont eu Courtois. Il n'y a rien qui est passé dans leur but. Après, ils
ils ont eu suffisamment d'argent pour s'acheter au black. Wilfried Bony, c'est un petit, on va peut-être passer, c'est peut-être le moins intéressant de la liste, même si c'est un super joueur. Mais c'est voilà, après c'est toujours pareil, des fois le football c'est une question de feeling. Imagine que Rudy Garcia arrive à accrocher mentalement ce mec-là et en tire la quintessence. Ça devient à ce moment-là. Il a eu une très grosse saison en Angleterre, mais il est en difficulté quand même. C'était une saison où il y avait Gomis à côté et Gomis n'existait pas. À Swansea. Ça c'est peut-être. Je me dis que tu arrives peut-être quelques années après, mais bon. C'est bien Chicharito. Le joueur, oui, et puis ça peut jouer avec Gomis. Enfin, ça peut jouer avec un attaquant axial de référence, une première pointe. Et Bayer Leverkusen est en train de baisser beaucoup les budgets. Il doit vendre moins de médicaments Bayer. Il baisse les budgets depuis 2 saisons. L'âge qu'il a, moi, je trouve ça intéressant. Puis c'est Chicharito. Est-ce que le problème, c'est pas venir ça à Marseille, ça devient Garcia. C'est mieux que le Parce que Garcia, il joue quand même une pointe. Max, le problème, c'est pas le système Garcia pour Chicharito. C'est un attaquant léger, entre guillemets. Est-ce que seul devant, il peut s'en sortir ? Ouais, mais bon, après... Non, je pose la question. Rudy, il a toujours joué avec une première pointe physique de tous les clubs. Il avait Demelo au Mans, c'était Sceaux à Lille, c'était la Roma, je sais plus qui c'était la pointe à ce moment-là. Zeko, non ? Zeko. Donc il a toujours joué avec les points costauds. Mais après, si aujourd'hui tu te dis que tu veux garder Gomis, ce qui a l'air d'être l'objectif, bien sûr, il te faut un deuxième attaquant qui est capable de jouer avec Gomis, parce que Rudy joue des fois à 2, ou de jouer sur Gomis tout seul. Donc la vraie difficulté, c'est de trouver le profil au-delà des salaires, des transferts, des prix, de qui est capable d'arriver à jouer. Là, si vous me faites plaisir. En plus, le prix baisse au fur et à mesure. Il a 33 buts aujourd'hui, je crois. Comment tu veux qu'il sorte à 18 millions d'euros? Tiens, maillot, le double, 30, 40. Ils l'ont payé 26, je crois. Et aujourd'hui, il a 30 buts. Comment tu veux que ça sorte à 18 millions? Transfert market, c'est sympathique, mais c'est toujours par rapport à eux, s'ils font une tournée, c'est par rapport à l'âge. Forcément, il faut mettre le feu. Et il a le contrat jusqu'à 2020. Après, c'est vrai qu'il a 31 ans. Non, l'âge, pas le contrat, l'âge. C'est un contrat racheté. Oui, mais moi, je reste persuadé qu'il y a la capacité pour l'Olympique de Marseille à aller chercher du côté de la Serie A des attaquants. Il y a d'autres noms d'ailleurs qui s'affichent. Il y avait Gagliardini. Ça, c'est ton choix, ça. Voilà, lui, pour moi, vu la trajectoire du joueur. Pour moi, pour l'Olympique de Marseille, c'est parfait ça. Tu as raison, sauf qu'ils ont refusé 40 millions d'euros de la Chine il y a 2 mois. Mais parce que c'est la Chine. C'est peut-être parce que c'est la Chine. Non, c'est pas le joueur qui a refusé, c'est le club. Oui, ça je me doute que le joueur, enfin sans avoir d'a priori, j'imagine que lui, il n'est pas du genre à refuser. Pardon, Fiorentina n'a pas voulu le céder, donc s'ils n'ont pas cédé pour 40, tu vas faire quoi toi au milieu? Peut-être qu'en fin de saison, c'est peut-être plus facile, c'est à après, voir. Si mais c'est un gars à acheter, tu vois, c'est un genre magnifique. Moi je trouve que c'est vraiment un esthète. Ouais, mais je me pose la question à mettre un prix sur un gros prix sur un attaquant. Est-ce qu'il vaut mieux pas taper quand même un joueur de 23-24 ans que tu sais que tu pourras revendre 2-3 années plus tard qu'un joueur de 29, 30, 31 ans? Max, on a besoin de joueurs pour jouer, marquer, avoir de résultats maintenant. Il faut arrêter avec ces jeunes. Est-ce que un joueur de 24, 25 ans? Lui, ça te plairait, lui? Tu sais ce que c'est ce raisonnement-là que tu as? Ce raisonnement que tu sais qui c'est qu'il a eu? C'est Jean-Claude Dacier qui avait tenu ça à Deschamps en lui disant il vaut mieux recruter Gignac qui est plus jeune parce qu'on pourra le revendre et tout. Au final, Gignac, tu l'as payé 18 millions et il est parti gratuit. Mais t'as fait 5 bonnes saisons. Ça, c'était un joueur, André Silva. 5 bonnes saisons? 2. Tu envoies 5 bonnes, toi? 3. Voilà. Donc, non, mais c'est sur, tu vois, entre 29, 24, il n'y a 26, aucune vérité. D'accord. Pour moi, il n'y a aucune vérité. Mais bon, si tu achètes un joueur à 30 ans, tu sais que il va te faire 300 C'est au football. Et t'en as eu un président il n'y a pas longtemps qui voit un peu trop loin. C'est pas bon. On voit dans le temps présent. Moi, je pense qu'il faut faire des transferts d'opportunités. Tu peux avoir une opportunité sur un mec de 23 ans, tu peux en avoir un sur un type de 29. À un moment donné, il faut s'ouvrir à toutes les pistes possibles. Puis là, tu me parles d'André Silva, à 21 ans. C'est 16 millions d'euros, c'est quoi le prix de la chaussure? Combien il vaut 50 déjà pour toi, Yvan? Il doit avoir une clause comme tous les joueurs de Porto, mais j'ai rarement vu une clause en dessous de 40 millions. J'ai rarement vu Porto faire une mauvaise affaire. Voilà, combien il vaut? Non, honnêtement, d'après toi, d'après le marché, ce que tu observes, 40, 50? Ça sera entre 35 et 45, je pense. Après, il ne vaut pas, mais ça sera un prix de marché. Combien il valait Martial? Est-ce qu'il valait 60 millions? C'est une question de concurrence aussi. Là, c'est vrai qu'on se creuse la tête, on se dit comment, est-ce que c'est possible, est-ce que si, est-ce que c'est là. Dernier. À un moment donné, si on a un type comme Zubizarreta, c'est pour trouver la clé. Sinon, c'est pas la peine. Ou pas, tiens, transition parfaite, ou Patrice Evra, qui peut peut-être te faire venir Mandzukic. Ça c'est un bon compromis par rapport à l'argent que tu as et à la valeur de Mandzukic. Mais lui, à l'Aiguille, on a fait un titulaire. Est-ce qu'il travaille beaucoup sur le terrain?
Je dirais même cher là pour le coup, parce que la Juve l'a pas payé ce prix-là, je crois. Et puis il a joué 2 ou 3 ans, ça a 30 ans, mais après le contrat 2019. Non, je pense que financièrement tu peux. Il doit avoir un bon salaire quand même. Il joue même un peu sur un. Il joue à côté gauche, alors que c'est une pointe, parce qu'il fait un gros travail défensif côté gauche. Qu'Allegri aime bien ça. À votre avis, qui est arrivé en tête? On a mis ces 10 noms. On a proposé ces 10 noms aux gens. Romain, tu joues pas, évidemment, tu sais. Qui d'après vous est arrivé en tête du suffrage des gens? Vous les avez tous vus. Je vous les répète une fois: Alcacer, Baca, Belotti, Benteke, Boni, Hernandez, Dzeko, Mandzukic, Silva, Kalinic. D'après toi, Maxence, qui est arrivé en tête pour les internautes, pour les suiveurs de l'Olympique de Marseille? Je dirais Dzeko. Karim. Tu peux me redire, s'il te plaît? Allez, Alcacer, Baca, Belotti, Benteke, Boni, Hernandez, Dzeko, Mandzukic. Belotti, d'accord. Et toi? Je pense que les Marseillais, vu qu'on a tous des origines italiennes à peu près, Belotti, je pense. Eh bien, vous vous trompez tous. Non, Belotti est deuxième. Parce que Belotti est deuxième. Mais le vainqueur, vous allez le découvrir avec le résultat de ce sondage, c'est André Silva. Du FC Porto, voilà, la jeunesse. Et Dzeko. Parce qu'on vous avait mis un prix pas cher pour André Silva, c'est pour ça. On avait le deuxième et le troisième. Mais pour Belotti aussi, si je te suis. Donc peut-être que le vrai vainqueur, c'est Dzeko. Je vous propose tout de suite. Les vraies opportunités. Dans le micro. Les vraies opportunités économiques, comme tu disais. Dzeko, Mandzukic, ça pourrait être traitable. Chicarito, ça peut être traitable. Alcacer peut-être, non? Le reste, c'est ingérable, quoi. Tu m'avais dit que oui, Alcacer. Et Alcacer, si Zubizarreta fait des miracles avec Barcelone. Très bien. Il faudrait effectivement, si on avait le temps, mais on l'a pas, faire exactement le même jeu avec la charnière centrale. C'est vrai. Et on va pas falloir se contenter d'un attaquant. T'inquiète pas, on le fera. Il y a beaucoup d'émissions, on n'y est pas encore à ce mercato d'été. Et d'ailleurs, on n'y est tellement pas encore que je fais sauter la partie mercato Mandanda. On va de suite aux questions-réponses. On a peut-être aussi Sébastien Ruggieri qui va nous tenir au courant d'une signature avec un club régional, local, qui se fait en ce moment. Je crois que c'est à Vivo, Romain. Vivo Sauvagère, le club priorité au direct. Si Sébastien Ruggieri, notre reporter sur place, en ce moment veut intervenir, il nous appelle, il nous dit ce qui se passe. On va tout de suite dans les questions-réponses. Et en régie, on n'est pas mécontent que j'ai fait sauter la partie Mandanda, puisque certains ont des familles, à peu près évidemment. 57 fois. Et puis certains ont des familles, évidemment. On des comprend. Maisons, et des maisons. Vous aussi d'ailleurs, donc on va pas être très 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 long. On va quand même prendre quelques questions pour essayer de répondre au plus grand nombre. Voilà, on profite de la présence d'Yvan aussi, féru évidemment, tout ce qui est mercato. On ne te l'apprend pas, hein, Yvan. Tant que t'as Yvan, on peut peut-être se mettre les buts de Romain Alessandrini. Évidemment, tu parlais en début de prévu, son prévu transfert, évidemment. voilà, on pourrait se les mettre. Mais on va commencer. Voilà, on commence par les buts de Romain Alessandrini. Yvan, on imagine que ça t'a fait forcément plaisir de le voir en fin de percée. Là, ça fait 2-3 matchs qu'il est intéressant. Le match n'était pas diffusé, mais je l'ai suivi sur internet jusqu'à 4h30 du matin, donc ça faisait une jolie nuit. Et j'étais très content d'être resté pour voir ça. Parce que ça fait beaucoup de... Autant le premier plutôt en réussite, autant le deuxième est vraiment un vrai but d'avant-centre quasiment. Ça fait plaisir. Le premier, c'est des frappes qui faisaient plus à Marseille et qui tentaient plus à Marseille. Et là, tu vois, après 2 mois là-bas, de se reconstruire. Il a eu des débuts difficiles là-bas un petit peu. Hein. Elle a été un peu bousculée, il me semble, par la presse notamment. Le problème, c'est qu'ils ont attaqué le championnat avec 5 titulaires sur le 11 qui étaient absents. Donc l'équipe était assez faible. Donc il fallait que Romain fasse gagner tous les matchs. Il est heureux. Et très heureux. Très heureux. Très heureux. Après, on ne peut pas être heureux sur 2 mois, de dire je suis une période de 10 ans, de 20 ans. On regrette pas son choix. Mais aujourd'hui, vivre là-bas, les conditions de travail au quotidien, l'ambiance qui est là-bas, qui est très américaine, qui est très motivante au quotidien. Et puis le fait de se sortir aussi un petit peu de d'ici où tu vas acheter du pain et quand on vient te demander pourquoi tu as frappé ou pourquoi tu n'as pas donné, que c'est pas gérable. Est-ce que tu as donné une interview sur Bielsa? Mais ça, je le soutiens là-dessus, comme tu sais, parce que il y a un moment, il faut arrêter aussi de rêver les gens quand ils ont, ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est comme ça. Mais Romain, en tout cas, pour revenir à lui, ce qui est important. Tu sais, on parlait de Lopez. J'espère que Lopez, en bon Marseillais qu'il est, comme Romain Alessandrini, aura pas le traitement qu'a eu Romain, qui a été imposé à Romain. Parce que je suis Marseillais aussi. Je vais souvent à Rome, à Naples. Je vois comment ils traitent les Romains, comment ils traitent les Napolitains. Si Insigne fait un match de merde, peut te dire qu'il sort, il applaudit, tout le monde se lève. C'est un Napolitain. Marseille, tu es Marseillais, tu sors, on te siffle. Je crois pas que c'est comme ça qu'on donnera confiance aux joueurs marseillais. Je pense pas que c'est comme ça qu'on va les encourager à rester. Et c'est pas comme ça que ça va marcher. Est-ce que Garcia voulait le garder parce qu'il y a des bruits qui disaient qu'il voulait vraiment le garder, Rudy. Oui, c'est vrai. Et Rudy, je peux te dire qu'il a été superbe humainement, parce que la facilité pour un entraîneur, quand il est dans la situation dans laquelle est arrivé Rudy, c'est de dire Alessandrini, tu veux partir? Non, tu restes là, j'ai besoin. Et il avait besoin. Mais il a compris que Romain, il fallait qu'il passe à autre chose, qu'il avait subi trop de choses ici et qu'il voulait un autre projet. Et humainement, Rudy a été fantastique de
de dire ok, ça m'arrange vraiment pas, mais je vais le laisser pour lui, pour le garçon. On a quand même été très surpris de voir les États-Unis arriver sur un joueur plutôt jeune encore, parce qu'on sait que même s'il y en a eu quelques-uns qui sont partis jeunes, notamment le petit Italien, là j'ai pas le nom. Giovinco, voilà. Ouais. C'est un peu ce profil-là de transfert, c'est un jeune quand même, Alessandrini pour la MLS. Parce Quel âge il a, Alessandrini ? Il fait 28 aujourd'hui, c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, les gars. C'est quand même une surprise. Comment ça s'est passé ce transfert en quelques mots, Yvan ? Nous, on n'était pas dans une réflexion de MLS non plus, parce que c'est vrai que tu raisonnes ça à plus ou moins long terme. Après, la MLS nous a contactés. Enfin, le club de LA Galaxy avec la MLS nous a contactés. Alors, tu discutes une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, quand les types t'appellent toutes les semaines, tu te dis, il y a vraiment un intérêt. Quand ils viennent te voir à Marseille, après 14 heures d'avion, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis qu'ils veulent vraiment le joueur. Et puis après, tu rentres dans des discussions et que tu te dis, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'ils veulent le garçon. On avait d'autres opportunités, Saint-Etienne, Genoa, il y avait beaucoup d'autres clubs. Hull City qui joue la descente, donc tu sais pas si à la fin de l'année ils vont rester en première ligue ou pas. On avait d'autres solutions. Mais le club qui a manifesté, les dirigeants qui ont manifesté vraiment un intérêt incroyable, c'était les dirigeants de la MLS, les dirigeants de Galaxy. Welcome Romain. On a vu cette petite vidéo qui était très sympa. On passe aux questions-réponses si vous le voulez bien. Merci en tout cas d'avoir été franc sur ce transfert parce qu'on n'a pas vraiment eu les dessous. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, on est heureux de voir un garçon qui semble retrouver effectivement du plaisir à jouer et ses qualités propres, alors que chez nous on sentait qu'il y avait un problème, alors qu'il avait des qualités et ça fait râler parce que quand tu sens qu'un joueur est au plafond, tu te poses pas trop de questions. Là, il en avait sous le pied, quoi. Et là, c'est bien qu'il s'éclate. Allez, 2-3 questions. Sweetheart, tu préfères c'est le fameux tu préfères. C'est une rubrique du Phocéen. Je t'explique, Yvan. En fait, c'est 2 trucs très difficiles et il faut que tu en choisisses un. Bon, tu vois le concept, par exemple, tu préfères avoir une jambe de bois ou un bras en mousse. Il me semble que c'est Pierre Palmade qui avait lancé ça une fois. Je suis pas sûr que ce soit très dur là. Alors, tu préfères être en Ligue Europa mais faire un mauvais mercato. Le 2. Oui, je pense qu'on est tous d'accord. On passe à la question suivante, même si on remercie Sweetheart de sa question, évidemment. Merci à toi. La question suivante, c'est Job 314. L'annonce d'un nouveau gardien chaque semaine ne boosterait-il pas Pelé finalement ? Je suis pas sûr. Pelé fait quand même une saison très correcte depuis le début. Il y a eu quelques trous d'air évidemment. Le match à Nice notamment qui a été très difficile. Je crois que Romain l'a souligné effectivement en début d'émission, mais c'est vrai que malheureusement on le souligne pas assez. On ne regarde souvent que les erreurs d'un gardien et là il a fait une très belle prestation hier. Et ça fait 2 fois d'affilée qu'il est faussé du match. Je vous le signale aussi. Normal. On peut profiter du fait de parler de Yoann Pelé et du poste de gardien pour questionner peut-être un peu Yvan. Je suis désolé. Je t'en prie, vas-y Romain. Veux-tu utiliser puisque y a un autre gardien dont tu t'occupes, qui est Julien Fabry. J'ai regardé puisque il y a le journal des prêtés. J'ai regardé son match à Ajaccio. C'était au Gazélec. Il fait une saison où il prend des buts, mais où il est surtout énormément sollicité. Donc il a la possibilité de briller. Est-ce que pour la saison prochaine, ça se dit tiens pourquoi pas être numéro 2, pourquoi pas retourner. Je sais qu'il y a des clubs aussi un peu de Ligue 1 qui commencent un peu à se poser des questions sur lui, qu'il y a même le sélectionneur de l'équipe de France Espoir qui a regardé dans ses listes, qui a coché son nom. Est-ce que pour vous la réflexion c'est de se dire il faut que ça soit ailleurs qu'à l'OM parce qu'il est trop jeune voilà. Julien a déjà eu le courage de partir en prêt à Bourg-Péronas, ce qui n'était pas évident quand il vient de Marseille, etc. 2 ans en plus, hein. Il faut y aller là-bas. La première année, c'était pour être doublure. 2 jours, c'est difficile déjà. Il y va pour faire la doublure, mais avec l'ambition de prendre la place, il a pris au bout de 3 semaines ou 4 semaines, très vite. Et il a fait une bonne saison la saison dernière. Là, il fait une très bonne saison et certainement un des 2 ou 3 meilleurs gardiens de Ligue 2, si ce n'est le meilleur. Après, la réflexion aujourd'hui, c'est pas nous à la limite qui devons l'avoir, c'est Marseille. Marseille doit se dire aujourd'hui, si on prend Mandanda en numéro 1, est-ce que Pelé va vouloir rester en numéro 2 ? Potentiellement non, c'est un garçon pour jouer. Donc à ce moment-là, tu peux prendre un espoir de ton club que tu as formé, qui est bon, qui a du vécu maintenant, parce que tu peux pas dire il a fait 2 saisons de CFA. Non, il y a 2 années de Ligue 2 où il s'est fait bombarder comme tu dis. Et là, tu peux envisager qu'il soit numéro 2 derrière un vrai gardien. S'il n'y a pas cette option, est-ce que l'option d'un nouveau prêt peut être envisagée ou là, ça serait vraiment une séparation? On va pas le prêter toute sa vie non plus, le petit. Donc il y a un moment où il faut la décision après 2 ans, elle doit se prendre. Où le club dit ok, il rentre dans le programme du club et il devient numéro 2 et à terme peut-être qu'il jouera numéro 1 chez nous. Ou on ne pense pas qu'il soit capable de, ou ça n'a pas d'intérêt de faire revenir.
Bon, et dans ces cas-là... Transfert peut-être. Il aurait pu être numéro 2 cette année. Bien sûr. Mais on m'a répondu au club qu'ils avaient Samba. J'ai dit, mais Fabri est certainement meilleur que Samba. On m'a dit oui, mais on m'a dit Samba, on n'a pas de solution. Donc on va garder Samba numéro 2. Ce qui pour moi est une hérésie de stratégie, de raisonner, on garde le mauvais parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et l'autre, l'autre il a des solutions. Mais au final, je sais pas te dire lui, il aurait aujourd'hui peut-être pas joué. ce qu'on va me dire Yvan, cet été à l'Olympique de Marseille pour Fabri. Est-ce qu'ils sont allés voir les matchs à Bourg-Perona? Mais tant mieux pour lui, il aurait peut-être fait 0 match parce que Samba a fait 0 match cette année. Pelé a joué les coupes. Mais c'était certainement pas de toute façon la bonne année pour Julien Forestier, c'était bien d'évoluer, mais je veux dire pour avoir le raisonnement de l'employeur, je sais pas te dire aujourd'hui quand j'ai entendu ça l'été dernier. En tout cas là il est sur le juin, ça va être sans mettre de pression, mais ça va être déterminant pour lui parce que là 2 années de prêt, comme tu dis, on va pas être prêté une 3e année, donc il y a une grosse décision. Non, là maintenant c'est où on se remet sur un cycle et malheureusement il quittera l'Olympique de Marseille et puis il ira évoluer dans un autre club ou à Bourg ou je ne sais pas. Ou alors on rentre dans la programmation OM, mais à la limite on n'a pas la main. Aujourd'hui il y a 2 ans de contrat avec l'OM, c'est l'OM qui va décider s'ils veulent le faire revenir ou pas. Il y a l'exemple Carasso qui était parti à Toulouse et puis au bout d'une année à Toulouse il était allé à Bordeaux. Crystal Palace aussi d'ailleurs il me semble, Carasso, au tout début. Au tout début, c'est ça, avant Mandanda. C'était en prêt, c'était au début des années 2000. Aubin, Lacroix. Vous préférez garder Pelé titulaire et prendre un bon défenseur central ou prendre un bon gardien et garder Rolando titulaire? Je me refuse de répondre à cette question. Non, mais c'est le principe du préfères. Non, mais je te dis pourquoi. Parce que je pense qu'à ce mercato d'été, et là, on va pas encore me sortir des arguments. Karim, c'est sûr, on est sûr de ça. Il faut une épine dorsale, Mandanda, il faut un bon défenseur central, un bon milieu de terrain défensif et un bon avanceur. Karim, tu n'as pas compris le concept du tu préfères. On est convaincu de ça. Je joue pas. Ah non, là, c'est l'homme politique qui ressort, là, Karim. Là, je veux un supporter. Quand je fais pas plaisir, tu joues avec l'homme politique. Oui, c'est comme ça. C'est le passionné de ballon qui est là, oublie la politique. Oui, justement, le passionné de ballon, il a plus peur de Pelé ou de Rolando? Tu gardes Pelé? Tu veux pas jouer Karim, t'as le droit. Si je dois jouer, je garde Pelé. Évidemment, je suis d'accord avec Maxence. Si on doit choisir, voilà, si t'es sur un lac en flamme, un pont, un volcan, je pense qu'il faut d'abord un bon défenseur central. Et d'ailleurs, ça restera. Peut-être que du coup, le gardien sera moins sollicité. Voilà. Si on a un gardien super bon, ça rendra pas le défenseur central meilleur. Si on a un super défenseur central, ça rendra le gardien meilleur. En gros, c'est quelle est la priorité? Voilà. Tu vois, il faut le titiller un peu, il te sort des réponses intéressantes. Au-dessus d'un volcan et quand on te dit on te pousse, si tu réponds pas, tu réponds quoi? C'est un peu ça le tu préfères. De toute façon, il n'y a pas de souci, je te réponds, je garde Pelé titulaire et je prends un défenseur central parce que comme ça de toute façon Fabri reviendra, il y aura une concurrence entre Pelé et Fabri. Le défenseur. Les dirigeants, je pense, ont les moyens de faire les 2 postes et si aujourd'hui tu considères de faire venir Mandanda qui a été acheté pour 2 millions et c'est pas en ayant fait tous les matchs qu'il a fait là-bas, c'est-à-dire aucun qui va coûter plus cher, donc je pense que tu peux arriver à faire les 2 opérations. Oui, mais je vais te mettre au-dessus du final. Je vais te mettre au-dessus. Il est où? Il passe pas non plus. Oui, mais il a des joueurs, tu vois, c'est un peu pareil. Il est pas encore au-dessus du lac. On est au-dessus du volcan. Tu n'as pas de défenseur central à proposer à l'OM? Là, le tu préfères, on répond tu préfères. C'est quoi le pire? C'est d'avoir Pelé et un très bon défenseur central ou un très bon gardien et Rolando titulaire. J'ai du mal avec Rolando. Voilà, soyons clairs. Et tu n'as pas un bon défenseur central proposé à l'Olympique de Marseille? Pendant des années, on parlait d'Ekwele Manga. Bon, j'imagine que ça y est, il est bien à Cardiff, non, c'est ça? Je pensais qu'il prendrait au mois de janvier un défenseur central, donc on a fait plusieurs propositions et puis au final, ils n'ont pas fait, donc j'étais assez surpris. Bon, mais il nous a expliqué, Jacques-Henri, ici même, qu'il n'avait pas eu d'opportunité. Tu confirmes qu'on a eu un mercato avec une absence d'opportunité ou pas? Alors après, tu peux nous donner un ou 2 noms peut-être ou pas? Les opportunités du président ne sont pas. Voilà. Que ça n'est pas une opportunité. Après, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Selon les noms que il va peut-être pas nous donner les noms. Non, mais on a parlé de défenseurs centraux qui étaient en Italie. Donc tu prends un central italien de série à confirmer. Je pense que ça joue facilement dans notre équipe sans trop de difficultés. Et en Italie, on fait beaucoup de prêts. À Serbie, c'est ça? C'est à Serbie, là? La fouine. Allez, on enchaîne avec Darren. Quels titulaires cette année seront sur notre banc la saison prochaine? Très bonne question. Allez, juste une réponse de un d'entre vous, Maxence Volpe. Tant pis, Romain, je sais que t'avais envie, mais. Bon, je peux répondre. Oui, bon, Maxence, c'est pas chaud. William Vainqueur. Ah non. William Vainqueur. Expérience. Un mec qui fait une bonne année, il ne faut pas considérer ça comme acquis. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence Alexis Romao, qui avait été monstrueux ces 6 premiers mois à l'Olympique de Marseille et qui t'a fait souffrir pendant 3 ans. Si tu veux, on en reparle l'an prochain. Moi, je te dis qu'il ne faut pas considérer que c'est acquis. Bon. À l'inverse du débat classement, j'ai quand même Maxence de mon côté. Combien il y a l'option d'achat de ça? J'ai pas suivi. Combien il y a l'option d'achat? Il y a 0 option. Ah tiens, intéressant. Combien tu penses que ça peut se jouer là sur le... Qui c'est qui avait fait le prêt? Qui a dit le prêt? C'est la Bruno, la nouvelle direction? C'est Gunther.
C'est Chico Lunghi. Non, oui, mais avec l'aval de la nouvelle direction. Oui. C'est bizarre de ne pas avoir mis c'est une prix de clause, mais bon, ok. Ouais. Enfin, apparemment, il n'y en a pas. On n'a pas lu le contrat, mais. Et la Roma l'avait acheté combien ? Je pense que c'est plus une opération de son agent de toute façon au départ, parce qu'il avait été acheté pour 8 millions d'euros, 3 millions d'euros, mais c'est une opération qui était faite par son agent, qu'il avait proposé à Nice même quelques heures avant l'Olympique de Marseille. Finalement, l'OM avait dit bon, on peut le faire avec l'aval de la nouvelle direction. Il doit avoir à mon avis encore 2 ou 3 années de contrat avec la Roma. L'idéal serait d'en faire un an. Il y a qu'un an. Il avait signé pour 3 ans. C'est pour ça que 3 millions de 3 ans. Aujourd'hui, sur la valeur sur une année, je te dirais, sur une base de 3 millions et demi d'euros, je pense que c'est bien payé pour une année. Après, c'est un joueur. Et pour un bon joueur, même quand il reste qu'un an, c'est. Tu as payé Sanson 12 millions d'euros cash. Il y avait un an de contrat avec Sanson à Montpellier. Il n'y a personne qui en a parlé de ça. Mais un an et demi. Enfin, 18 mois, pardon. C'est énorme. C'est énorme, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est que si le joueur est vraiment au-dessus, les gens finalement dans la discussion oublient la dernière année. C'est quand le joueur est pas trop au-dessus que tu discutes le prix, que tu dis attends, il reste 4 ans de contrat, il reste qu'un an. Mais quand le joueur vraiment est demandé, qu'il reste 1 an, qu'il reste 2 ans, et on le voit aujourd'hui sur pas mal de transferts, les prix sont astronomiques malgré une seule année. J'aurais répondu Sakai quand même. Voilà. Sakai, bien. À la très question bien. précédente. Hormis les arrivées, en si sait-on. Super Vincent, ce sera Gomis. Oui, aussi. En sait-on plus sur les probables départs ? Eh bien, beaucoup. Ils seront nombreux. C'est tout ce qu'on peut te dire. En tout cas, ils vont essayer d'en faire partie. On rejoue le jeu de faire des tours de table. Car il faudra enlever quelques jours. Merci Johan. Non, on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Ça va se décanter. Mais en fait, tous ceux qui jouent pas en ce moment, voilà, si l'OM peut les faire partir, ils partiront. C'est la définition même du football. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, Romain. Sauf que la saison dernière, tous ceux qui jouaient pas, ils ont quand même essayé de les garder. Ils n'ont pas de famille à la régie qui continue. Dernière question, me dit-on. Sébastien Ruggieri n'est pas joignable pour le moment. Il doit être en train de filmer tout ce qui se passe du côté de Vivo Sauvagère, qui est le 4e club qui sera partenaire avec l'Olympique de Marseille dans le OM Next Gen Project. Boulevard Romain Roland, vas-y, Boulevard Romain Roland, effectivement. Est-ce que c'est l'ancien Vivo Marronnier, Vivo Sauvagère ? Je ne sais absolument rien. Je ne sais pas moi non plus. Oui, sûrement, peut-être. Je sais pas, moi je fais. Oui. Tant qu'à prendre du temps, ça s'appelle plus Marronnier. Tant qu'à prendre du temps, vous voulez pas le faire pour les questions des gens plutôt que pour vos blagues ? Mika Briol. C'est quoi la stratégie derrière ces contrats ? J'arrive pas à lire, j'arrive pas à comprendre. Il y avait une très bonne partie à regarder sur le précédent talk avec Jean-Luc Pingalon et René Malville sur le sujet. On peut le voir en replay encore. Voilà. Multiplier les contrats avec les clubs locaux, je veux te dire, encore une fois, c'est quoi derrière le fil conducteur, la stratégie ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges ? C'est plutôt intelligent, mais le seul problème, c'est que les gamins ils vont arriver dans 15 ans. Non, c'est pas la question de l'intelligence ou pas. La question, c'est que j'aimerais savoir quel est le contenu de l'accord. Encore une fois. Qu'est-ce que ça change ? C'est ça que tu veux dire ? Est-ce que tu formes des éducateurs dans les clubs ? Qu'est-ce que tu mets concrètement ? Oui. Moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Et de la préemption, j'imagine que chaque bon joueur soit d'abord proposé à l'OM avant qu'il parte à Rennes, à Paris ou je ne sais où. Je pense que c'est ça leurs accords qui passent. Surtout le droit de préemption sur les bons gamins. Mais ça, le club ne le maîtrise pas. Si tu passes un accord avec le club, il y a des accords entre les clubs sur un droit de préemption où le club est obligé de présenter d'abord. Clairement à ta question. Le licencié, le club peut passer un accord avec l'OM. Le joueur fait ce qu'il veut. Absolument. Je vais répondre clairement à ta question. J'ai posé la question au président de l'UIN. Je lui ai dit qu'est-ce que ça va changer pour les petits ? Il m'a dit ça va changer que nous, on va orienter la famille, le joueur à chaque fois vers l'OM. Après, c'est sûr, c'est la décision des parents. Mais nous, on fera l'effort d'orienter le joueur vers l'OM. Tu as raison, mais tu as raison, la décision, elle est pour les parents. On avait Gaël Clichy à Cannes. Il y avait un partenariat entre Cannes et Lille. Le gamin, il voulait pas aller à Lille. Et moi, Lille appelait à Cannes et m'appelait, me disait, on a un partenariat. Il me concerne en quoi le partenariat ? Et surtout le joueur en quoi il le concerne ? S'il n'a pas envie d'aller à Lille. Partenariat des structures, des clubs. Donc Cannes disait tous les matins, il fait beau à Lille. Pas vrai, mais il voulait envoyer là-bas. Et nous on a pris la décision, c'était Arsenal et on a choisi. Julien Faubert était à Bordeaux alors que Lille le voulait, c'était pareil. C'était la même année. Donc un partenariat virtuellement, il vaut rien. Après sur des gosses de 13 ans, tu vas aller voir, tu leur dis l'OM. C'est pas pareil que sur un Clichy, un Faubert qui ont 20, 25 ans, que, tu vois, qui ont eu une chance de partir ailleurs, qui raisonnent différemment. Les gosses, ils rêvent encore de l'OM, heureusement. D'autant plus que par le passé, c'était au niveau des dirigeants de différents clubs locaux, on tenait le discours inverse. C'est pour ça que les joueurs, les jeunes bons joueurs n'allaient pas, surtout n'allaient pas à l'OM, allaient au Caillol, à la Mazag, à la Auxerre, à Cannes, à Montpellier, mais n'allaient pas à l'OM. Encore une fois, je pense la dernière qu'il faut, dernière, je te promets, il faut donner du corps à ce genre d'accord, parce que si tu sors 2-3 joueurs qui ont 17 ou 18 ans et que tu mets dans le groupe pro régulièrement,
régulièrement, tu vas donner envie aux parents de gamins qui ont 13 ou 14 ans de faire confiance à l'OM. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces partenariats, au-delà de l'affichage, il va falloir que ce soit des partenariats par la preuve. C'est-à-dire, des Lopez, il va en falloir régulièrement. Je veux dire, défenseurs, attaquants, milieu terrain. Et c'est là l'enjeu, à mon avis, de la future équipe dirigeante. C'est combien de joueurs locaux, marseillais, on va être capable de mettre dans le groupe pro. Mika Briol, oui, vas-y. Je vais te dire ce que je pense sur le fond. J'aurais préféré qu'on trouve un attaquant au mois de janvier que de passer des accords qui vont t'amener des gosses dans 12 ans, dans 14 ans, qu'on n'a jamais fait de formation en 100 ans du club, et que là on a l'impression aujourd'hui qu'on va repartir, on va devenir les Gioxer, à prendre à tous les gamins les machins. Je vois qu'il y avait un problème en janvier, t'as pas réglé, et tu risques de pas en UEFA pour ça. Voilà, j'essaie d'être un peu pragmatique, concret. Les dirigeants dans 3 ans, dans 5 ans, quand il viendra le premier des Vivos marronniers, il sera peut-être plus là, ils auront vendu le club. Donc c'est en ça où je veux bien la communication, il faut qu'on prenne les bons Marseillais, les jeunes, très bien. Mais ton problème aujourd'hui, il n'est pas là. Et puis tu fais pas d'accord avec Consola, oui, qui est en national, et qui peut te sortir un jeune de 19 ans qui est valable et qui est utilisable maintenant. Eux, ils sont moins portés sur la formation, ils sont plus sur la post-formation. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce niveau-là. Ceci dit, il y a des discussions. On a reçu Jean-Luc Magalon et on a vu que ça parlait là-dessus. Après, moi, je trouve que c'est super bien quand même. Faut pas bouder notre plaisir. On était dans des directions précédentes où on aimait les transferts, où on aimait faire des trucs. Tu parlais de l'AS Cannes. L'AS Cannes, c'était un centre de formation. Et puis, très étrangement, il y a eu des dirigeants qui ont préféré faire des transferts de prêts, d'achats avec des joueurs de 30 ans. On sait très bien où ça mène, c'est des transactions financières. Voilà. Et ça a cassé. Alors, je ne veux pas que l'OM devienne un club formateur, mais d'avoir un raisonnement de se dire, si c'est pour prendre un joueur moyen de Ligue 1, on peut le former nous. Voilà. On limite les transferts et qu'on soit dans une logique juste milieu entrepreneuriale, comme le propose Hérault, ça m'intéresse. Et pour avoir tous les détails, Karim, je te suggère d'aller sur le Phocéen. Il y a eu des reportages à chaque fois sur les accords. On a eu beaucoup d'interviews avec les dirigeants des clubs, avec Hérault, avec les joueurs, enfin pas les joueurs, mais tout l'entourage. Et il y a vraiment des choses que tu peux apprendre par rapport aux questions que tu as posées. Va voir sur le Phocéen. Alors à la fin de tous les partenariats, on te les collera bout à bout. Ça fera un film, tu te le mettras un soir chez toi, comme ça, 1h30, et évidemment. Mais pourquoi pas? Voilà. Il faut les rentrer, les signer, il faut les garder, les joueurs. T'as formé Boutaba et pas chez toi. Le petit Camara, il sera vraisemblablement plus chez toi. Nasri, il a joué combien de temps chez toi? Flamini, il a joué combien de temps chez toi? Donc arrêtez avec cette formation. Yvan, excuse-moi, il sera plus chez nous, Camara? Il a signé un contrat pro, Camara, avec Marseille? Non. Bon, s'il n'a pas signé, tu penses qu'il va rester? Mais oui, peut-être, je sais pas, non. Ok, appelle Papa Noël. Non, je demande. Papa Noël, c'est décembre, sera trop tard. C'est sûr ça? Je ne sais rien, je suis pas son agent. Je te dis juste que si au mois d'avril, le joueur il n'a pas signé aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Boutoba avait fait pareil. C'est compliqué, on est d'accord. Mais ce que dit Yvan est quand même la base. Excuse-moi Romain, moi je suis d'accord avec toi, il faut signer des partenariats, filer des ballons, former les coachs, prendre des gamins à 13 ans. Mais il faut être capable de garder ceux qui ont 16 ou 17. Sinon à quoi ça sert? Si tu n'es pas capable de les garder, ça pose problème. Allez, on conclut. Excusez-moi, il est quand même 7h30. Allez. La dernière question très rapidement, Mika Briol. Je suis désolé pour nos amis de la régie que je maintiens en vie artificiellement quelque part, un peu comme à l'hôpital. Mika Briol, pourquoi ne parle-t-on pas trop de Iago Aspas, le fameux attaquant du Celta? Très bon joueur pour le poste d'attaquant de pointe. On avait aussi parlé de Johnny, je me souviens, du Celta. Le Celta est une équipe qui a le vent en poupe. Attention, mais Iago Aspas, ça vous plaît pas? Et on conclura là-dessus. Zoubi, confiance en Zoubi. Si Zoubi le sangré. On aimerait quand même bien qu'il puisse attirer un peu de la Liga, un mec. Moi, je suis désolé d'en remettre une couche sur Roque Mesa qui joue à Las Palmas, mais voilà. Allez, un vrai footballeur. Ne refais pas le chapitre. Non, mais Leonardo. Une dernière question. Combien? Puisqu'on a un spécialiste. Combien? Celta Vigo, c'est une maison assez chère aussi pour sortir. C'est pas une maison cadeau, donc je pense qu'ils vont demander malheureusement beaucoup d'argent. Après, je pense que tu auras des joueurs cet été d'Espagne et d'Italie. D'Espagne parce que Zoubi est Rudy aussi. Et d'Italie parce que c'est un bon championnat pour sortir des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en échec ou qui jouent pas, que tu peux récupérer un marché d'opportunités, comme disait Karim. L'Angleterre, tu peux pas les faire venir, c'est trop cher. Je vous remercie à tous. Si on n'a pas des joueurs de la Ligue et du calcio en fin de saison, franchement, il faut aller se jeter dans le vieux port. Moi, je peux te dire, si on n'a pas des bons joueurs. Parce que... Moi, je m'en fous qu'ils viennent. Moi, je m'en fous qu'ils parlent espagnol. En général, ils viennent de championnats plutôt pas mauvais. Oui. Les bons joueurs.
Merci en tout cas Karim encore, merci Maxence, merci Romain et merci beaucoup Yvan. Merci. On se retrouve rapidement de toute façon, on a des rendez-vous réguliers avec toi et ça nous fait plaisir d'être dans cet univers aussi mercato. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce talk un peu plus long que prévu vous a plu et on se retrouve jeudi pour de nouvelles aventures olympiennes. Salut.